Si vous suivez la voile de compétition, le nom de Paprec, premier acteur du recyclage en France, vous est forcément familier. Sponsor depuis 2 décennies de marins engagés dans les plus grandes courses, Paprec est désormais aussi partenaire principal de la Solitaire du Figaro et de la Transat en double Concarneau-Saint-Barthélemy, rebaptisée Transat Paprec, une transat qui va se courir en double mixte. L'entreprise n'investit pas dans la voile par hasard, c'est le fruit d'une tradition familiale. Jean-Luc Petit-Huguenin, le fondateur, découvre la voile sur un First 235. Sébastien, son fils aîné, directeur général du groupe, le convertit à la course, fêtant même ses 40 ans en participant à la Solitaire du Figaro en 2018. Mais si Paprec s'affiche aujourd'hui dans la voile de compétition, ce n'est pas qu'à cause de la passion des patrons, c'est aussi parce que les valeurs de la course font écho à celles du groupe, la ténacité, l'humilité, l'adaptabilité. Des qualités indispensables à terre comme en mer. Bonjour, vous écoutez Into the Wind, le podcast des marins qui font des phrases. Into the Wind est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont 2 newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des événements, des formations ainsi qu'un festival de films et un studio de production de contenu que vous pouvez retrouver sur tipandshaft.com. Je suis Pierre-Yves Lautroux et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode d'Into the Wind. Bonjour Armel Tripon. Bonjour. Merci beaucoup, non pas de nous recevoir, puisque tu es dans nos locaux, dans le fameux petit KGB de Tip & Shaft à Lorient. Mais en tout cas, merci de t'être arrêté pendant ton séjour lorientais. Je crois que tu es venu voir des foils, tu vas nous raconter. Pour ce nouvel épisode d'Into the Wind, alors maintenant je sais les numéros en cours de route, donc c'est le 102e. Donc ça avance, la saison bat son plein. Merci de nous recevoir et on va parler de pas mal de choses avec toi. On se connaît depuis assez longtemps en plus, donc on va pouvoir égrener quelques souvenirs. Je sortirai pas de dossier, ne t'inquiète pas. Mais on va surtout commencer à parler de ton projet IMOCA. T'es venu à Lorient voir les foils. Je crois que tu vas avoir des foils qui ressemblent à ceux de Malizia, d'après ce que j'ai compris. Mais surtout, t'as un projet. Alors, t'as un projet IMOCA, mais pas pour le Vendée Globe qui arrive. Yeah. Tu nous raconteras un peu le timing et le planning. Mais surtout, t'as un projet IMOCA qui n'est pas construit en Bretagne, mais à Nantes. Alors là, je m'avance déjà sur un terrain très pentu, sujet sensible. Bon, bref, si en Bretagne, mais à Nantes, tout au sud de la Bretagne. Et surtout, tu as un projet IMOCA de construction avec non pas du carbone recyclé, mais des chutes de carbone, du carbone non utilisé de l'aéronautique. Je suis sûr que tu pitches ce truc-là 200 fois par jour depuis assez longtemps. Tu vas nous raconter, mais est-ce que tu peux juste nous le faire au début et puis après on va détailler un petit peu. Normalement, quand on construit un IMOCA, on achète du carbone tout neuf sur étagère qui coûte très cher. Et toi, plutôt que d'aller chez le vendeur de carbone du coin, tu as choisi de travailler avec Airbus qui achète beaucoup de carbone, bien plus que la course au large. Mais à plein de chutes de carbone puisqu'il découpe ses pièces dans des rouleaux de tissu pour faire simple. Et toi tu prends les chutes de ce carbone là. En gros c'est ça ? Ouais, alors c'est pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait ça. Ouais. Tu vas pouvoir détailler. Ouais. Vas-y. Donc effectivement, faut replacer dans le contexte. C'était qu'en sortie du Vendée, donc février 21. Je suis mis en contact via la ville de Nantes en Bretagne ou pas en Bretagne. En Bretagne. Chacun fait son choix. En Bretagne. Et avec le Technocentre d'Airbus, qui est une émanation un peu R&D de chez Airbus. Il y a une grosse usine Airbus à Nantes. Ouais, c'est entre Nantes et Saint-Nazaire, c'est ce qu'il faut expliquer. Il y a 3000 salariés. Ouais. Et c'est surtout l'usine qui fait le composite pour Airbus. Ouais. Donc toutes les kill beams, des A320 et pas mal de pièces. Et donc du coup, leur problématique, c'est de se rendre. Enfin voilà, ça fait un moment qu'ils ont des chutes de pièces en carbone, des chutes de rouleaux et jusque-là, elles étaient enterrées. Et forcément, une conscience environnementale pousse chez tout le monde, plus ou moins prononcée. Et voilà, il y a une conscience chez eux qui leur fait dire qu'il faut qu'ils arrêtent d'enterrer de la matière qui a encore un usage potentiel. Et donc la ville de Nantes initie cette rencontre. Et au début, leur question, c'est de me dire, est-ce qu'on pourrait pas faire quelques pièces de bateaux, genre une table à cartes, des trucs comme ça, voilà. Et en fait, on leur dit d'être un peu plus ambitieux et pourquoi pas faire un bateau, voilà, avec l'idée peut-être que Airbus pourrait être partenaire du projet. Voilà, donc ça a démarré comme ça. Moi, j'avais cette envie de repartir sur le Vendée Globe, initialement en 24. On était donc en avril 21. C'était encore cohérent tout ça. Et puis, voilà, après on
entre avoir l'idée de faire un bateau à partir des, alors c'est pas vraiment des chutes, c'est des rouleaux entiers. C'est-à-dire que faut savoir que le carbone pré-imprégné est conservé dans des frigos à moins 18 degrés. Il a une date de péremption de 2 ans. Voilà. Et donc, au bout de ces 2 ans, pour l'aviation, en tout cas, le carbone est déclassé. Et pour autant, cette matière, elle a encore toutes ses propriétés mécaniques, quoi. Donc, c'est comme une DLC sur des yaourts, par exemple, quoi. Donc, c'est des rouleaux qu'ils n'ont pas utilisés. Voilà, ou qu'ils ont entamés, mais qu'ils n'ont pas fini, quoi. Voilà, tout à fait. Okay. Donc, on a récupéré 3 tonnes de cette matière qu'on a en amont testé avec des éprouvettes. On a fait pas mal de tests pour caractériser la matière et s'assurer que cette matière elle était encore bonne, bien sûr. Le carbone de l'aéronautique, c'est le même carbone que celui de la course au large. Ouais. Il est même pas un peu plus haut de gamme? Non, c'est le même carbone. En fait, il faut un module intermédiaire qui permette d'avoir une certaine souplesse. Et alors, comment tu arrives à passer du je vais vous faire des gobelets et des couverts et des cuisines à il y a de quoi faire un bateau? En fait, on était quand même post-Covid, donc il y avait une baisse d'activité au Technocentre, Airbus, c'était pas du tout reparti comme ça l'est. Donc eux, ils se sont montrés assez ouverts. C'est vrai qu'il y avait la classe avec moi, la classe IMOCA, qui avait vraiment poussé pour le projet, quoi. Et donc ils ont été séduits par l'idée. Et puis donc voilà, ça s'est plutôt bien pris. Après, entre effectivement amener le projet et le concrétiser, il se passe quand même du temps, puis surtout il faut beaucoup d'argent aussi pour amorcer tout ça, et donc voilà, c'est là où le temps s'étire et finalement on arrive à être en septembre 24 là, et voilà, avec un bateau en construction et pas encore à l'eau forcément, quoi. Mais... Alors l'idée c'est quand même que tu as réussi à convaincre Airbus de récupérer alors ça c'était ces matériaux-là. Ouais, c'était la partie quand même assez facile, parce que cette matière en fait, ils l'enterraient. Il faut savoir que je crois que le coût de la tonne enfouie, c'est 150 € en France. Donc, c'est rien, quoi. C'est dérisoire. Donc, tout ce qui est matériaux, finalement, auxquels on ne peut pas trouver une autre seconde vie, c'est enterré, quoi. Donc là, en fait, ils te l'ont donné. Ils te le donnent quasiment, littéralement, quoi. Ouais. Quasiment. Il y a un petit coup de transport, un truc comme ça. Voilà. Et voilà. Qu'est-ce qui a été compliqué ensuite? C'est qu'après tout le reste, à part ça, entre guillemets, je mets plein de guillemets, à part ça, c'est une construction classique. Alors oui, c'est une construction classique, mais pas tant que ça non plus, parce que en fait cette matière elle est périmée de 2 ans, 3 ans pour certains rouleaux, donc il faut certains rouleaux ont un peu séché, sont un peu plus durs à mettre en œuvre, donc c'est pas si simple que ça. Et puis entre faire des éprouvettes d'1 mètre carré, s'assurer que la matière est bonne et va tenir la route, et puis faire un bateau qui fait 18 mètres de long, c'est quand même pas la même, quoi. Donc voilà, il y a quand même beaucoup d'étapes avec un peu de stress et puis de complications, on va dire. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres... ton projet n'est pas fondé que sur l'utilisation de ce carbone qui était enterré jusque-là. Ouais. Il y a d'autres... il est globalement responsable. Alors, il y a d'autres caractéristiques au niveau de la construction. L'idée, c'est d'essayer de voir quels sont les leviers possibles pour améliorer notre empreinte carbone, la diminuer. On avait comme référence de départ le Eleven Hours, qui avait fait vraiment un gros travail là-dessus. Et donc du coup c'était notre étalon pour essayer de descendre notre empreinte. Alors j'ai un chiffre en tête, je crois que c'est 550. 600 tonnes, ouais. Un petit peu moins, je crois que c'est... Ah oui, moi j'avais 600 tonnes. Moi j'ai participé à une conférence, on avait projeté ça, je crois que c'est 550, mais ou 580, enfin bref. Okay. Oui, 580. Quasiment 600. Ouais. Ça c'est c'est la mesure de l'impact carbone, c'est le tonne équivalent CO2. Toi tu vas faire mieux que ça? L'idée, c'est en amont, on a nous des chiffres d'un labo qui calcule tout ça, comme pour toute industrie ou toute chose mise en place, et donc on arrive à 300 tonnes. Ok. On sera peut-être un peu plus parce que on a duré un peu plus longtemps sur le chantier, qu'il y a eu quelques ratés, etc. Donc voilà. Mais on va tourner autour de ça, en récupérant en fait cette matière au lieu de qu'elle parte à la poubelle. En vrai, l'autre impact, c'est que tu utilises un moule. Déjà existant. Tu utilises un moule déjà existant, ce qui a un très gros impact. Je crois que le moule, c'est 40%. C'est 30 à 40% de l'impact. Donc ça, c'est le moule de Boris Herman. Un plan VPLP. Et puis, alors, sur ce bateau, ça va être encore à l'état vraiment de prototype, mais on est en train d'initier une boucle d'économie circulaire. Donc, pour le coup, c'est vraiment du recyclage, du titane médical. Donc, le titane sert à faire nos pièces d'accastillage, pour l'essentiel. Donc c'est un matériau léger, résistant, intéressant. Cher. Mais cher. Cher à extraire, cher pour le portefeuille. Et avec beaucoup d'impact carbone. Avec un gros impact environnemental, parce que et puis c'est essentiellement en Russie, quoi. Donc voilà, qu'il faut aller le chercher.
Et ce titane aujourd'hui médical en fait pour tout ce qui est prothèse et puis tout ce qui est ustensile à usage unique, il est jeté aujourd'hui. Mais il y a une gabegie incroyable sur ce matériau. Et donc on s'est rendu compte que c'était le même titane, le TA6B, que notre accastillage, quoi. Et on s'est rendu compte aussi que le titane, que en France, il y avait une usine qui s'appelait Eco-Titanium qui recyclait le titane déjà, les copeaux, pour l'industrie aéronautique. Mais qu'ils n'avaient pas capté encore le titane médical. Et ils savaient qu'il y avait un vivier potentiel, quoi. Donc voilà, avec l'association donc les petits doudous, on est en train de capter un peu les différentes, voilà, le potentiel pour récupérer, commencer à collecter ce titane et le transformer. Donc là, il y a un vrai enjeu, quoi, qui est assez excitant et qui dépasse le cadre de ce bateau, en fait. Parce qu'après, l'idée, c'est si on arrive à mettre ce système en place et qu'il soit pérenne, c'est de pouvoir faire vraiment des pièces d'accastillage à partir d'un titane médical recyclé. D'accord. Et du coup, vous tirez la bourre entre l'aéronautique qui veut le récupérer, parce qu'Ecotitanium, qu'est-ce qui fait qu'Ecotitanium vous fait des pièces d'accastillage plutôt que des pièces d'avion? Ils sont vraiment, eux, c'est une grosse usine dans le centre de la France qui est un consortium Safran, Airbus, et donc eux, ils sont vraiment dédiés en fait à l'industrie aéronautique, quoi. Donc nous, pour l'instant, on en est à collecter le titane. On a mis 4 tonnes de côté là. Ah oui. Et puis, il faut qu'on arrive à le fondre. À le fondre, voilà, à réussir à mettre en place ce process qui est pas si simple, quoi. Il y a un vrai process industriel. Et tu passeras pas par Eco-Titanium, quoi. Et alors, dans un premier temps, non, on va passer par, pareil, un petit module R&D aussi, sans doute. Et puis, après, on sera en lien avec Eco-Titanium. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres innovations techniques comme ça? Alors, je crois que là, on a fait le tour. Après, on a vraiment travaillé aussi sur la gestion de nos déchets plastiques. On sait qu'un IMOCA, c'est quasiment un terrain de foot en termes de bâches plastiques, de vide, donc de périphériques de vide. Donc c'est assez conséquent. Et là, on essaye de trouver en fait des voies en fait de recyclage pour chaque plastique. Il y en a quasiment 7 ou 8 différents. Et voilà, donc il y a un gros travail qui est fait là-dessus pour améliorer aussi notre impact et arrêter de remplir des poubelles et des poubelles, quoi. Donc voilà, c'est plutôt enthousiasmant. Alors, ce qu'il faut expliquer, c'est que du coup, tu ne fais pas ça dans l'un des des 3 gros chantiers qui construisent des IMOCA aujourd'hui, hein. En gros, c'est CDK qui est juste sous nos fenêtres, Multiplace qui est à Vannes, et puis Persico qui fait un ou deux bateaux, 2 ou 3 bateaux par cycle de Vendée. Toi, tu fais ça justement dans des gens qui viennent de l'aéronautique et qui se mettent à faire des pièces pour la course au large, qui s'appelle Duquesne, c'est ça, hein? Ouais, tout à fait. Et ce choix-là, et c'est à Nantes, enfin pas très loin de Nantes. Ce choix-là, il est aussi lié à la caractéristique de ton projet, qui est de réutiliser des produits qui sont plutôt situés. Non, pas vraiment. En fait, ça s'est fait. En fait, quand j'ai annoncé le projet, donc de vouloir construire un IMOCA à partir de carbone récupéré, il y a le chantier Duquesne qui m'a contacté en me disant, nous aussi, on a des rouleaux périmés, si ça t'intéresse. Donc, je suis passé les voir, j'ai récupéré les rouleaux. Et puis après, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai chaviré en avril 22 en multi 50, Ocean 50. Et là, ils ont réussi à faire un mât neuf pour que je puisse prendre le départ de la route du Rhum en novembre. Donc c'était un gros challenge. Un timing très serré. Ils ont sorti un mât en 8 semaines. Donc on a. Faut dire, d'habitude c'est plusieurs mois, quoi. C'est plutôt 14-15 semaines. Et surtout, en fait, il n'y avait pas un seul chantier disponible en France, en Italie, en Angleterre. Enfin voilà, j'ai fait le tour et on était au mois de mai, juin, donc c'était quand même un peu tendu. Et donc ils ont répondu présent, ils ont été super efficaces, motivés. Enfin puis voilà, c'était leur premier mât, mais voilà, ils ont su nous prouver qu'ils travaillaient bien. Intelligemment, avec une grosse motivation. Donc du coup, on s'est dit pourquoi pas leur faire confiance et puis partir sur l'IMOCA avec eux, ce qui n'était pas le projet initial. Et voilà. Et donc c'était le début d'une bonne collaboration. Donc pas mal d'innovation. Ton projet s'appelle Les Petits Doudous. Oui. Tu peux nous raconter un petit peu. Moi, je sais ce que c'est, mais explique à nos auditeurs ce que c'est. C'est quand même pas. Là aussi, c'est une très longue histoire. Ouais. Moi, j'ai pas un petit doudou, mais j'ai une peluche. J'ai gardé une peluche de Moulin Rôti. Ouais. Mais vas-y, je te laisse raconter les grandes années. En fait, oui, c'est une association donc de soignants qui sont au bloc opératoire, donc qui œuvrent pour que le passage des enfants au bloc opératoire soit plus finalement vécu comme un stress ou un traumatisme, parce qu'on sait que ça peut l'être, quoi. Hein, c'est quand même un peu flippant quelque part.
pour sa vie d'enfant, mais deviennent plutôt une aventure, voilà, une expérience de vie en fait. Donc par le biais du jeu et du jeu numérique. Et voilà, et donc ils enlèvent le stress. Donc en fait, ils ont créé une tablette numérique, un jeu qui s'appelle Le Héros c'est toi. Et donc l'enfant devient acteur de sa déambulation dans le bloc. Et donc ils ont supprimé comme ça la prémédication. Donc il y a plus de stress. Il y a même des enfants qui veulent revenir tellement ils ont passé un bon moment. Donc voilà, et voilà, les enfants arrivent aux petites voitures au bloc opératoire. Donc ça a été vraiment un changement systémique parce que les soignants du coup sont plus là à tenir les enfants pour les endormir. Il y a plus de pleurs, il y a plus de cris. Les soignants travaillent mieux, dans le plus de calme, plus de sérénité. Il y a moins de tension. Enfin voilà, donc c'est très très vertueux. Et ils soignent à peu près 200 000 enfants par an en France. Donc voilà. Et bon, cette association que je soutiens, dont je suis le parrain depuis quelques années, a décidé d'utiliser la voile comme vecteur de communication pour élargir encore sa renommée auprès du grand public et puis qu'il y ait encore plus d'enfants soignés. Quoi. D'accord, du coup, le projet, le bateau s'appellera Les Petits Doudous. Oui. Mais par contre, tu as des sponsors oui. normaux, entre guillemets, qui vont financer le bateau, mais qui vont laisser l'espace à l'association. Exactement, ça c'est un abandon d'image en fait, de la part de nos mécènes du coup, qui sont mécènes, pour mettre en avant cette association et puis être dans un projet voilà, de voile sportive, solidaire, avec des valeurs sympas et une belle équipe. Quoi. Mais voilà, donc il y a un projet sportif ambitieux quand même, mais en même temps au service d'une cause sociétale. Il faut peut-être un petit mot sur l'infirmière qui a lancé les Petits Doudous, qui est, je crois, une personnalité assez étonnante, et assez forte, qui s'appelle incroyable. Nolwenn Fehr, donc qui a créé cette association en 2011 à Rennes avec des collègues. En fait, ça a commencé en collectant au début du cuivre, des fils de cuivre bistouri à usage unique pour les emmener en fait à la déchetterie et ensuite finalement que ce soit recyclé et de récupérer des sous pour offrir des doudous à des enfants. Voilà. Donc ils sont partis comme ça, 3, 4, 5, puis après il y avait tout le bloc opératoire, il y avait tous les blocs de Rennes qui recyclaient. Et puis ça a fait tache d'huile et aujourd'hui il y a 140 associations. Locales. Non, en France. Oui, France, Belgique. Mais qui sont localisés dans les hôpitaux ou dans les cliniques. Voilà. Une ou deux au Canada d'ailleurs. Voilà, il y a des contacts à l'étranger. Donc voilà, le but dans 10 ans peut-être c'est que cette association elle soit maintenant sur tout le paysage européen ou même mondial en fait. C'est vrai qu'aujourd'hui quand tu as des soignants qui arrivent, moi j'ai visité pas mal de blocs opératoires et d'autres où on endort encore les enfants en les tenant. Et voilà, c'est un crève-cœur quoi. Donc il y a encore pas mal de progrès à faire. Et voilà, et donc Nolwenn porte cette cause avec d'autres, mais elle a une énergie incroyable et fait en sorte que ce projet existe et voilà. Les sponsors qui investissent dans ton projet, ils investissent aussi dans l'association, ils financent aussi l'association. C'est quoi le modèle économique de Il y a beaucoup de fantasmes autour du mécénat, des projets. Oui. En fait, ça dépend. Il y a deux types. Il y a des partenaires qui viennent pour le côté voile, parce qu'ils sont attirés par ça, et voilà. D'autres qui viennent pour soutenir l'assaut, d'autres qui viennent pour les deux. Et de plus en plus, comme le projet va prendre de l'envergure, pour porter la cause de l'association, tout le monde finalement se retrouve dans ces différents projets. Voilà. Donc c'est lié finalement. Tout est lié. Le bateau, il en est où là ? Le bateau, il devrait sortir de chez Duquesne début novembre. Donc coque pontée structurée. Et puis arriver à la Trinité-sur-Mer, là où on est basé, pour toutes les phases d'implantation électronique, peinture, accastillage et autres. Et tu vises une mise à l'eau fin février. Ok, donc prêt pour la Jacques Vabre. Ouais. Plus que fin prêt pour la Jacques Vabre 2025. Ce sera la prochaine course. Ouais. La prochaine échéance. Un petit mot sur la difficulté, parce que tu sais que tu veux repartir post-Vendée au printemps 2021. On va voir, hein, c'est ton histoire, t'es le genre de gars assez résilient, enfin, ça m'a toujours beaucoup impressionné, moi, c'est jamais fini. J'en connais plus d'un qui aurait dit, cette fois c'est bon, je bâche, mais c'est pas ton cas. Comment raconte-nous le temps qu'il faut, de se dire, ça le fait pas pour 2024, du coup je rebondis pour 2028. D'ailleurs, t'étais longtemps, ceux qui connaissent les délais ont vite compris que t'étais pas dans les délais pour faire le Vendée Globe 2024, mais t'as pas voulu déclarer forfait tout de suite. Raconte-nous un peu justement cette résilience et
le fait sur ce type de projet, il faut vraiment durer longtemps. Au milieu, tu cales une petite route du Rhum en Ocean 50. Comment tu fais pour tenir le coup et pas baisser les bras, quoi, hein, parce que au final, tu vas prendre le départ, si tout va bien, tu prendras le départ d'un projet qui sera né 7 ans avant, quoi. Quasiment. Ouais. Printemps 21, ouais. début 28, quoi. Après, je crois qu'on m'a appris à être patient aussi. Et je crois que c'est une bonne vertu. Et puis, c'est une qualité aussi quand on est marin. Donc voilà, d'être calme, patient. Et c'est quelque chose que j'ai travaillé. C'est pas venu comme ça tout seul. On en reparlera sans doute tout à l'heure dans le déroulé de mes années de course au large. Mais ouais, je pense que c'est vraiment ça. Après, on sait que ces projets-là sont longs à mener. Et puis chaque projet a sa connotation, sa couleur. Et voilà, donc voilà, des fois, d'autres avancent plus vite que vous à côté. Mais voilà, c'est pas votre temporalité, c'est pas votre projet. Donc voilà, il faut aussi rester assez calme et serein par rapport à ça, quoi. Donc, très bien, tu vas nous expliquer comment tu as réussi à rester calme et serein tout au long de ces années. Alors, on va faire notre flashback habituel, on va repartir dans les années 70 à Nantes. Sur ton site internet, c'est marqué que tu es un pur Nantais, un Nantais pur jus. Pur beurre. C'est marqué pur jus, pur jus. Oui. Ils ont raté le jeu de mots. Alors. Ouais, ils ont raté le jeu de mots. On va repartir au milieu des années 70, parce que tu es né en août 75, donc l'année prochaine. Et 50 ans. Bienvenue au club. Qu'est-ce qui fait que le jeune Tripon tombe dans la voile et quand est-ce qu'il tombe dans la voile ? Est-ce qu'il y a des parents voileux ? Est-ce que tous les Nantais ne viennent pas courir au large ? Alors explique-nous non. Où est-ce que où est-ce que ça dérape ? Où est-ce que ça part en sucette C'est au lycée en fait. Bon, avant il y a un petit peu de voile comme si par-ci par-là, mais sur l'Erdre, mais rien de conséquent en fait. C'est vraiment au lycée, voilà, avec des potes qui ont acheté un Muscadet. Donc un petit bateau de 6,40 m en contreplaqué, qui a été dessiné, construit à Nantes d'ailleurs, par le chantier Aubin, plan Harley. Et ce bateau, eux ils le retapent à 3, et moi je fais partie des mecs qui s'incrustent les week-ends. Et là ça a été une révélation, quoi. Il y en a qui trouvent la foi, et moi j'ai découvert la mer, j'ai découvert le large entre guillemets, et voilà, ça a été juste une navigation entre le Crouesty et Dick, hein. Il n'y a pas besoin d'aller trop loin. Mais voilà. Traverser de la baie de Quiron, quoi. Ouais, ça a été assez dingue, quoi. À partir de ce jour-là, je me suis dit, bah ouais, la mer va devenir ma vie, et c'est ce que j'ai fait. Ah ouais, donc c'est vraiment ouais, ça m'est tombé foudroyé, dessus. quoi. Ah, foudroyé, je te jure, tu sais le jour, tu saurais presque dire la date, quoi. Non, mais j'ai encore vraiment des moments très très précis de cette nappe de nuit. On était parti du Crouesty pour arriver jusqu'à Eddig. Je revois encore le ciel, les couleurs, le truc, l'arrivée sur l'île, machin, enfin bref. Et c'est le fait de barrer, de cette sensation de liberté en fait, quoi. Ça a été juste incroyable. Donc voilà, à partir de ce moment-là, je m'engage à naviguer le plus possible. Et tu y arrives, alors comment ça s'enchaîne ? Parce que quand on est lycéen, on n'a pas forcément beaucoup d'argent, on n'a pas forcément beaucoup de... j'arrête la les liberté études arrive après, quoi. En fait assez rapidement. D'accord. Post-bac, et puis je pars au Glénan. Et à l'époque, on pouvait faire son objection de conscience. Donc c'était il y avait les jeunes, il y avait le service militaire à l'époque. Et ouais. Donc ça durait... Vous savez pas ce que c'est aujourd'hui. Ça durait 12 mois, le service militaire. Et l'objection de conscience, donc c'était du temps consacré à une association d'utilité publique, donc les Glénans, l'UCPA, enfin voilà, il y en avait plusieurs, hein. L'ENV, voilà. Dans la voile, après il y avait toutes les autres. On pouvait travailler dans l'horticulture ou l'aide aux personnes âgées. Mais voilà. Donc, moi, c'était pour les gens qui voulaient pas porter les armes, pour faire simple. Exactement. C'était au départ, ouais, c'est ça. Faut savoir que les premiers objecteurs de conscience post-guerre, ils étaient emprisonnés, quoi. On était hors la loi, quoi. Donc voilà. Bon, moi, les années 70 sont passés par là, voilà. Mais j'avais pas tellement envie de porter les armes, en fait, effectivement. Bref, donc je pars dans cette association, je pars au Glénan. Voilà, je suis pris, alors que je savais même pas faire un nœud de chaise, mais je suis pris sur ma motivation, en fait, quoi. Et voilà, mon envie. Mais c'est une stratégie. Tu t'es dit, une fois que tu as eu cette fameuse révélation au lycée, tu te dis, je vais m'organiser comme ça. Enfin, toi, tu as un objectif. Et non, c'est pas aussi. Enfin, j'étais pas aussi structuré que ça. Mais disons que
c'était dans une impasse scolaire, donc voilà, ça m'allait bien de bifurquer et de trouver quelque chose qui. Et puis voilà, j'étais un peu cet adolescent qui savait pas trop quoi faire de sa peau, quoi. Voilà. Donc là, je trouvais un truc qui me faisait vibrer, quoi. Et tu navigues un peu entre le moment où tu rentres au Glénan et le moment où t'as la révélation? Non, pas du tout. Ah oui, tu la gardes de côté, quoi. Ah, ça se fait très vite, en fait. Ah oui. La navigation, la découverte se fait en avril-mai et je rentre au Glénan en octobre. Ah oui, donc, d'accord. C'est très rapide. Donc tu passes ton bac cet été-là et hop. Et je pars après. D'accord. Ah oui. Ok. Ça rigole pas. Non. Et là, deuxième révélation. Deuxième révélation. Pour le coup, j'apprends un métier, en fait. J'arrive à 19 ans là-bas et à Paimpol. Donc, un haut lieu de la course au large, je rigole. Mais non, de la navigation, c'est vrai que c'est... Le courant, les cailloux. Exactement, ouais. J'ai appris à naviguer en fait à l'ancienne parce qu'on n'avait pas de moteur, pas de GPS, pas de VHF, pas de GPS, rien en fait. Et donc, ça a développé mon sens marin de manière incroyable, quoi. On naviguait vraiment à observer le paysage, observer les nuages, le courant. Enfin, ça a été vraiment très très formateur. Et puis, on m'a fait confiance très vite. Mais parce que quand tu rentres pour travailler dans l'association, les objecteurs de conscience. Ouais. Enfin, c'est ce que Oui, c'est ça. Du coup, tu fais quoi si tu sais pas faire de notre chasse? Tu retapes les bateaux, tu fais la cuisine, En fait, on est tout un contingent à débarquer en octobre, sans savoir naviguer. Et l'idée, en fait, c'est qu'on soit moniteur de voile, encadrant, en croisière, dès le mois d'avril. Ah oui. Donc, ils nous forment à la vitesse grand V pour qu'on puisse être autonome et partir. Donc tout l'hiver, t'apprends la voile en fait. Exactement. Et en parallèle, on retape des bateaux. Voilà. Donc là, c'est pareil, j'apprends à me servir d'un outil, un marteau, une scie, etc. Enfin, on change des rivets sur des mâts. Enfin, on fait des choses simples au début, puis au fur et à mesure, on monte en compétences. Mais donc j'apprends un métier, puis voilà, c'était vraiment, d'ailleurs, on dit que les Glénans, c'est une école de la vie, mais à 19 ans, premier salaire en plus. Enfin, pour moi, c'était vraiment fabuleux, quoi. Ce qu'il faut expliquer, c'est que les Glénans, je vous conseille l'épisode avec Erwan Leroux, on en reparlera à plusieurs reprises, qui a fait les Glénans, avec Yann Lipinski, qui a fait les Glénans aussi. Il y a un petit réseau d'anciens des Glénans. Il y en a pas mal, ouais. Ce qu'il faut expliquer, c'est que les Glénans, d'abord, les Glénans, c'est l'archipel de Glénans, sans S. Les Glénans avec un S, c'est l'école. Qui est au large de Concarneau, de Bénodet, enfin grosso modo pour faire simple. Mais par contre, ils ont des bases un peu partout. Ouais. Voilà. Et notamment à Paimpol, il y en a aussi dans le sud, à Marseillan, en Irlande, à Bonifacio, il y a pas mal d'endroits. Il n'y a plus en Irlande, je crois qu'ils ont fermé. Mais voilà, et donc il y a l'île d'Ars aussi où était Exactement. Erwan. Exactement. Voilà. Et c'est là où on se rend compte en fait. Alors du coup, quand t'arrives là, au printemps d'après, tu deviens skipper de bateau et moniteur chef. Ouais, c'est ça, moniteur. Donc au début avec des petits bateaux sur des petits périmètres, on part à la journée ou dans l'archipel de Bréa. Enfin, donc j'emmène des juniors. Et puis au fur et à mesure qu'on progresse, en fait, il y a une confiance qui s'instaure. Et puis très vite, ils vous passent les clés d'un plus gros bateau. Et puis on peut aller aux Anglo-Normandes. Et puis l'été d'après, ou je sais plus, c'était en Angleterre. Et puis après même jusqu'en Irlande. J'ai fait des stages de 15 jours en Irlande qui étaient sur des bateaux de 12 mètres. Quand à 19-20 ans, c'est juste fabuleux. Et voilà. Donc j'apprends le métier. Et la révélation se confirme, parce que ça aurait pu être... T'aurais pu te dire, non, en fait, je me suis trompé, mais non. Ah non, c'est un... Après la révation, la confirmation, on est dans des images c'est ça, très pieuses. C'est un kiff total. Je découvre un univers et puis donc tout ce qui va avec. Et voilà. Et alors on est très loin de la régate encore et de la course, mais pour autant on se tire quand même la bourre on part en escadre. Et donc on se tire un peu la bourre entre chaque bateau et c'est toujours sympa d'arriver au port avant les autres et d'essayer de jouer dans les contre-courants, surtout il y en a pas mal là-bas, donc il y avait toujours des petits coups à faire. Voilà. Tu vas rester combien de temps là au Glénan? Je reste 2 ans à Paimpol et après je prolonge, je refais une demi-saison, il me semble, à Bonifacio dans le sud. Et en parallèle, je passe mon brevet d'état et mon BPPV, donc brevet patron de plaisance à la voile, à l'ENV. Donc ça, c'est les diplômes professionnels du secteur. Ouais, voilà. Avec lequel j'ai jamais travaillé d'ailleurs. Non, mais qu'on te demande souvent
soit pour faire des convoyages de manière professionnelle, soit pour ensuite plus tard être sur des grands yachts ou ce genre de choses. Ouais. Le monde maritime est très normé et très réglementé en termes de capacité complètement, et de diplôme. Les BE, il y a 3 degrés de mémoire. Et tu finis, ça. D'ailleurs, ça s'appelle plus comme ça, je crois. Non, je crois que ça a changé, mais voilà, c'est pour être chef de base, par exemple, des choses comme ça, chef de base nautique. Et donc tu dis que tu rencontres quand même quelques gars que tu croises aujourd'hui sur les plans d'eau à cette époque-là. Alors, Erwan Leroux, qui est mon vieux pote de toujours. En fait, on se rend compte. Lui, il arrive en même temps que moi, mais à l'île d'Ars. Moi, je suis à Paimpol, mais nos stages de formation, donc de formation fédérale, on les passe ensemble en fait. Donc, on se retrouve en février 95 ensemble à Paimpol, puis après en avril, etc. Quoi. Donc, on a fait tous nos. Et puis des fois, on fait des stages. On vient encadrer à l'île d'Ars ou lui à Paimpol, etc. Et donc, on se croise assez souvent. Et surtout, on se retrouve à l'ENV pour faire notre brevet d'état. Et là, c'est là où on devient vraiment potes, quoi. À quel moment il y a la régate qui arrive? À quel moment Alors, ça devient ta deuxième révélation. Ouais, exactement. Parce que c'est vrai qu'au début, je suis plus dans la version croisière. Donc, emmener des gens, leur enseigner la voile, etc. À la fin, ça me gonfle un peu de. Oui, les Glénans, c'est pas l'école de la régate. Il se trouve qu'il y a beaucoup de régatiers d'aujourd'hui, mais c'est pas du tout pas l'ADN de l'école. Non, les Glénans, d'ailleurs, au départ, les Glénans, c'est de la réinsertion sociale par le biais de la voile. Pour les anciens maquisards, c'est né post-guerre. Mais c'est vraiment initier la voile et puis rendre les gens autonomes, pour qu'ils puissent après louer un bateau ou partir eux-mêmes. Vraiment la découverte de la régate, donc deuxième choc émotionnel, c'est l'ENV. Donc là où, pour le coup, il y a un module régate en classe 8. Alors j'avais fait un tout petit peu de régates comme ça, les pieds gelés, des régates comme ça à l'Ogivie de la mer, où on allait un petit peu de temps en temps s'entraîner aussi à Saint-Cap-Portrieux. Il y avait quelques entraînements là-bas avec des anciens. Ouais, qui a longtemps été, c'est peut-être le cas encore aujourd'hui, une base d'entraînement match racing, très, très couru. Quoi. Exactement, avec Laurent Bréjon. Exactement. Et puis, donc oui, moi c'est vraiment le NV à Quiberon, avec les classes 8 et les entraînements. Et, voilà. Et là, je me dis, ah ouais, en fait, c'est sympa aussi ce jeu-là. Et du coup, je trouve que c'est très ludique, quoi. Et ça me plaît énormément. Donc, j'accroche assez bien. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand tu quittes les Glénans? Quand je quitte les Glénans, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y a des envies. Alors, il y a déjà ce projet avec Erwan de partir autour du monde sur un voilier de croisière. Ah, carrément. Ouais, un 53 pieds. Donc, on est co-skipper et on doit partir sur un Swan jusqu'à San Francisco. Et pas mal. Malheureusement, ouais. Donc, le bateau est saisi. Voilà, donc on rentre tous les deux bredouille. On était en Méditerranée, en team. Et là, on se dit, qu'est-ce qu'on va faire, machin. Et on se dit, tiens, on lance un projet mini. Voilà. Donc, c'est né comme ça. Et bon, ça se fait pas tout de suite. Mais voilà, il y a déjà cette idée-là qui germe. Et puis, j'arrive à trouver un propriétaire pour naviguer en Figaro. Voilà. Et là, je fais. Parce qu'une fois que tu as découvert le classe 8, tu te dis. Tu t'es construit une trajectoire ou Ouais, non, j'ai envie d'en apprendre un peu plus, quoi, en fait. Et de continuer à progresser. Et je vois que ça me plaît. Et puis voilà, je fonctionne au feeling. Donc j'avance comme ça en me disant, tiens, est-ce que je peux pas naviguer un peu plus? Et voilà. Donc je trouve des opportunités pour naviguer, je travaille sur les bateaux, etc. Ça se fait comme ça. Et à quel moment? Alors, le projet mini, c'est un aboutissement naturel ou c'est un truc automatique quand on a fait les Glénans, qu'on bricole à droite à gauche, ou comment il se construit? Non, le projet mini, en fait, il vient de rencontres aussi. Il vient de rencontres parce qu'en fait, au départ, moi, je navigue. Je suis d'abord préparateur de technique pour des Figaro et notamment pour Damien Grimont. Ah. Il se trouve que grande rencontre de ta vie, quand même. Ouais, grande rencontre. Ouais. En fait, voilà, ma vie, elle est quand même jalonnée de rencontres et c'est ce qui fait, un peu aussi ma trajectoire, quoi. Et c'est vrai que Damien, ça a été assez. C'est un ingénieur, skipper éclairé amateur, mais qui a gagné la Mini en 91. Exactement. Ouais. Devant Mijdej. Devant Mijdej, ouais. Devant Loïc Blanquen, etc. Donc sur un plan finaux. Et je suis son préparateur pour le Figaro en 99. Et en fait, je dors chez lui. Enfin voilà, on passe quand même pas mal de temps ensemble. Et avec Corentin aussi, Douguet. On s'occupe de son bateau. Et c'est vrai que il me transmet un peu le virus, quoi.
Et il m'accompagne en fait aussi dans ce projet mini, quoi, en me poussant. Et puis il se trouve que je travaille aussi l'année d'après pour une autre personne qui compte beaucoup pour moi, qui s'appelle Alberto Spina, un Italien amateur, voilà, et qui fait la Solitaire du Figaro et qui me prête son bateau pour faire des courses d'après-saison. Et là, en fait, c'est là ma vraie révélation à nouveau. La découverte du solo en course. T'as une révélation toutes les 3 ans, quoi. Ouais, c'est ça. Je découvre le solitaire en course au large sur une route du Ponant, qui est une course post-saison du circuit Figaro qui faisait donc Perros-Guirec, Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Donc des grands prix à Perros et puis une grande course côtière et grand prix à Saint-Gilles. Et là, en fait, je me retrouve à être sur certaines configurations, certaines manches dans le bon paquet, quoi, tu vois, et à sentir que ça me plaît, et 2, je me sens à ma place. Il y a ce sentiment de se sentir à sa place et de dire ouais, je suis bien dans ce que je fais là. Et du coup, je suis quand même aussi encouragé par des autres. Toi. Je me souviens de Pascal Bidegori qui me pousse, voilà, Jérémy Bayou, etc., qui me disent vas-y, lance-toi, quoi. Enfin. Qui sont figaristes et qui à l'époque sont des piliers du figarisme. Complètement. Et moi, je suis le préparateur. J'avais préparé un peu le bateau de Jérém, de Pascal, etc. Donc, ouais, t'es déjà un peu inséré dans le milieu, quoi. Oui, enfin très très modestement. Ouais. Mais t'es pas, enfin ils connaissent ta tête, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc ils sont aussi, voilà, ils me poussent à continuer. Et voilà. Et puis il se trouve que démarrer la course au large. C'est souvent plus facile de démarrer quand on n'a pas de niveau, parce que clairement j'avais pas de niveau, pas de bagage, rien, j'étais pas du tout régatier par le mini, quoi, qui permet quand même d'y aller par étapes et puis d'avoir un projet un peu plus aventure, un peu plus de raconter une histoire, etc., qui est moins ambitieux, moins dur aussi qu'un projet Figaro. Tout de suite, il y a une sanction sportive très forte, quoi. Voilà, donc je me lance en mini en 2001. Alors comment t'y arrives, parce que justement t'as des parrains un peu lointains, prestigieux, mais t'as pas de t'as pas de fortune personnelle, donc comment non, comment j'y arrive, en fait, déjà j'achète un bateau, donc j'arrive à emprunter. Mon grand-père me prête, à l'époque c'était en francs, 40 000 francs, et il n'y avait pas les prêts étudiants. Maintenant tous les minis ils achètent, ils font des prêts étudiants. Mais donc du coup voilà, je fais ça et j'achète alors moi je voulais acheter un super bateau qui était le d'Éphéméride 2, qui était un bateau de 151 plan finaux de Thierry Fagnan, autre personne aussi qui compte dans mon cursus, et en fait c'est Yves Le Blévec qui remporte la mise, parce qu'il est voilà, un peu plus crédible que moi. Thierry me voit, il me dit bon, ok, tu me payes la moitié du bateau, mais on fait comment l'autre moitié si tu trouves pas sponsor. Bon, du coup, je range mon frein, j'achète un Pogo 1 2001, tu t'en souviens? Tout à fait. Voilà. Le 180. 180. Exactement. Et je me lance dans le circuit mini. Alors, je lance un truc comme tout le monde à l'époque, plus ou moins. Soit on vend des t-shirts, on trouve des systèmes, machin, pour ce qu'on appelle aujourd'hui un peu le love money, quoi. Et moi, je prends les gens en photo et je mets les photos d'identité des personnes, moyennant un petit billet, pour financer le projet. Ça s'appelle 2001 Sourire. Voilà, et ça permet en même temps ça plaît à une ou deux entreprises qui sont séduits par l'idée, qui mettent un petit ticket, etc. Et bon an mal an, je trouve un peu mon budget pour partir. Il y a mon pote Erwan Leroux qui me file un coup de main, on fait les courses en double ensemble, et puis il m'aide à préparer le bateau, etc. Et c'est voilà. pas une boutique de lampes qu'il y a sur ta... il y a Laurie Lumière. Laurie Lumière, voilà. C'est ça. Je me souviens encore du tout avec Laurie Lumière, je sais pas pourquoi. Ouais, Laurie Lumière, Daniel Jouvence, qui était là aussi, voilà, dans la cosmétique. Et puis, ça se lance. Bon, malheureusement, la mini se passe pas très bien. Je casse mon pilote sur la deuxième étape. Tu tombes dès le lendemain ou le surlendemain. Ouais, tu tombes sur le... Plus, à mi-chemin entre les Canaries et les Açores. Les Canaries et les Cap-Verts. Les Cap-Verts, ouais. Mais c'est parce je suis pas très loin de toi. Moi, j'ai un problème de groupe électrogène, je me souviens. Ouais. Tu tombes sur ta console, c'est pas ça? Tu tombes sur ta console qui est sur la barre. On a à l'époque Exactement. À l'époque, les répétiteurs, enfin les commandes de barre sur les MKE sont sur la barre, la grosse barre en aluminium du Pogo. Je crois que tu tombes dessus, c'est ça, hein? Ouais. Et donc ça se casse et il y a de l'eau qui s'infiltre. Voilà, forcément, j'ai pas de pilote de secours, petit budget. Et là, il reste 25 jours de course.
et sans pilote. Bon, moi, je me dis, ouais, ça va pas le faire. J'ai pas envie de faire le truc à l'arrache. Donc, mort dans l'âme, je fais demi-tour et je remonte au pré. Je rentre aux Canaries et puis je ramène le bateau à La Rochelle. Donc là, j'ai un bol monstre parce que j'arrive, on est à la fin du Pogo 1. Il y a déjà le Pogo 2 qui pousse, qui va sortir, ou qui est déjà presque sorti. Non, il n'est pas encore sorti. Non, C'est vraiment, sortir. il va sortir. Il sort en 2002. Je crois que pendant l'hiver, il y a les premiers tests du, c'est ça, du 421. Et donc ça Michel rendait, Mirabel. Ça rendait obsolète tout de suite le Pogo 1. Quoi. Et en fait, j'arrive à vendre mon Pogo 1 in extremis avant qu'il y ait tout le contingent des bateaux de la Mini qui reviennent quoi, par cargo. Le brade presque. Je voulais m'en débarrasser quoi. Et voilà. Et donc on est début décembre et j'arrive à me débarrasser et à rembourser tout le monde. Et ce petit bout de Mini quand même, t'as confirmé dans ton envie d'aller au large en solitaire. Ouais. Bah oui. Enfin. Bon voilà, c'est un poncif, mais dans les échecs, on construit les victoires du lendemain. Donc voilà, ça forge un peu aussi le caractère, cette envie de. Puis je suis poussé, je suis soutenu. Passer la déception, voilà, tout de suite on retrouve l'envie d'y retourner quoi. Et c'est ce qui se passe. Ouais. Et alors, un peu de temps, mais. Ouais, parce qu'il faut quand même reconstruire, retrouver des sous. Ouais, ça. Ouais. Avoir un projet un peu plus abouti et en parallèle tu continues ta carrière de préparateur. Je fais un peu de skippage pour vivre là, je fais ça, du préparation, un peu de skippage de bateau, je bosse aussi dans les chantiers, je travaille chez Amco. Donc c'est Thierry Fagnan, voilà, et ça se passe comme ça. Et comment t'arrives à comment t'arrives à conclure? Et en fait à nouveau Damien qui m'aide dans le montage du projet et du coup qui me permet d'acheter le d'Éphéméride 2. Donc je le rachète à Yves Le Blévec en 2022. Le fameux R51. Ouais, le Stradivarius. Et... C'est une qui fixe, hein? Ouais, qui fixe à ballast. Ceux de la génération d'après de Finaux sont... je crois qu'il y a une qui pendulaire, non? Ouais, qui fixe. C'est un bateau qui date de 95. Donc on est en 2003, voilà, qui est déjà un peu dépassé au reaching et un peu au près quoi, avec des bateaux comme Mania qui étaient vachement plus puissants quoi. Mais pour le coup c'est une carène efficace au portant quoi, très rapide et un bateau très stable, voilà. Et donc là c'est un kiff énorme parce que le bateau est vraiment fabuleux. Et comment t'as trouvé les sponsors? Et là c'est avec Moulin Rôti, et donc Moulin Rôti qui fabrique des doudous, donc qui est à côté de Nantes, des jouets. Et alors là, l'idée, c'est une scope, hein, donc en fait, ils ont pas beaucoup de sous, mais ils sont quand même séduits par l'idée de suivre la course et de me soutenir, et ils décident de créer un ours, une peluche, c'est voilà leur savoir-faire. L'ourson Armel. Et ils baptisent un ours l'ours Armel, et donc il va être vendu. Il y en a eu 6000 de vendus, et donc le produit de la vente permet de financer le projet. D'accord. Voilà. Donc t'es le seul gars qu'on connaît qui a donné son nom à une peluche quoi. Ouais. C'est un peu la classe. Ouais, c'est la classe. Et donc il y a plein d'enfants, et ce qui est marrant c'est qu'il y en a eu, j'ai eu des parents ou même des enfants qui sont venus au départ du Vendée 2020 avec leur ours Armel. Je crois qu'il est resté à l'Express. Je sais pas pourquoi j'en avais récupéré un ou tu m'en avais offert un, ou c'était peut-être les cadeaux à la presse qui avaient lieu en 2003 pardon, et j'en ai eu un parce qu'il y en a un qui faisait pince. Il y en a un qui faisait pince et qui était accroché à ma lampe au bureau pendant des années. Et quand je suis parti, j'ai dû le laisser. Ou peut-être pas, peut-être qu'il est dans une caisse. Bon, moi, je te donnerai un petit doudou. Ah, c'est gentil. Merci bien. Mais comment c'est toi qui trouves le sponsor? Comment tu démarches et tout Moulin Rôti, je travaille chez eux. Donc voilà. Je suis magasinier chez eux. Ah ouais. Tu vois, pendant l'hiver. Ah oui, d'accord. Et j'arrive à placer un dossier. À placer un dossier. Ah, incroyable. La DIRCOM. T'es magasinier chez eux pour boucler les fins de mois, quoi. Pour survivre. Pour survivre. Pendant l'hiver. Et voilà. Et donc, elle est très moteur, péchue. Et voilà, elle me dit, ton projet, il est stop. C'est on énorme. Va t'aider. Et donc, ça se fait comme ça. Et Damien, en fait, a financé au départ le bateau. Et voilà. Et après, Moulin Rôti le rachète. Ou Sport Caution, c'est moi qui l'achète. Je sais plus exactement. Mais voilà. Moi, j'ai toujours acheté mes bateaux, en fait. Ça permet de pas perdre d'argent. À la revente. Si tu revends bien. Ouais. Si tu gagnes, ça va. Ok. Et alors, du coup, l'année 2003, elle est plutôt... l'année 2003, plutôt bien se passer, quoi. Ça se passe bien. C'est vrai j'ai un chouette bateau. Je navigue encore avec Erwan. On fait les courses en double ensemble et voilà, on gagne pas mal de trucs. Je vous conseille d'écouter le podcast d'Erwan Leroux qu'on a fait. On
sur un assez long format où il raconte en détail ces années-là aussi, quoi. Ouais, il y avait Sam, Manoir, on Sam concourait Manoir, l'un contre l'autre souvent. Enfin, tout le temps d'ailleurs. Qui avait aussi fait 2001, hein, Ouais, qui avait fait 2001. qui doublait en 2003. Ouais, c'est vraiment des années fondatrices. Je conseille à tous les navigants qui ont un jour envie d'y aller. Cette course, elle est quand même fabuleuse, quoi. C'est une quête du large et puis des moments de course, juste dingue, quoi. Avec des bateaux magiques, quoi. De plus en plus, j'ai l'impression. J'ai l'impression aussi. Ouais. Tu vas gagner. C'est nouveau pour toi de rentrer dans la case favori et d'enchaîner les. Ah oui, c'est un peu nouveau. Ouais. C'est sûr que je ramassais les bouées, on va dire, en 2001. J'étais pas très à l'aise. Et puis là, tout de suite, j'ai un bateau qui avance vite. Donc, j'arrive à le faire marcher. Et puis, je gagne des courses. Et je gagne la mini. Donc, alors un peu sur un coup de bol, faut le dire. Parce que je suis deuxième. Et en arrivant au Brésil, on se prend une dépression tropicale un peu sévère. Et Sam, qui est devant moi, démat. À 24 heures de l'arrivée. Voilà. Donc, du coup, malheureusement, il finit pas la course. Et du coup, j'empoche la victoire. Et il n'y avait pas une histoire avec l'Américain aussi qui était pas mal devant? Ah oui, Jonathan McKee, ouais. Mais lui, il démat. Qui lui venait du 49er olympique où il est reparti après là-dedans. Enfin, c'était deux frères qui avaient un très très gros niveau. Hein. Ouais. Lui, il avait dématé juste après le poteau noir. Il était en tête. Il était en tête, ouais. Ouais, il y a eu 2 dématages. Enfin, il y en a eu peut-être d'autres avant. Non, il y avait Fred Dutil aussi qui avait dématé. Mais ça, c'était dès le départ, je crois. Hein. Ouais, aux Canaries. Sous Hornsby. Quand les bateaux sont bien chargés et tout, faut gérer un petit peu. Et tu disais que tu avais un coup de bol parce que tu vis cette victoire-là comme ça? En fait, moi, j'étais convaincu de finir deuxième. J'avais plus de contact avec la terre, enfin avec le pointage là. Donc déjà, j'étais plutôt content. J'avais un vieux bateau, par rapport à des bateaux plus rapides, j'allais un nœud moins vite au reaching. Donc je me faisais dégommer. Mais j'avais réussi à conserver cette deuxième place. Donc gagner, ça a été un peu la cerise sur le gâteau. Mais pour autant, ça a été un vrai tremplin en fait. Ça m'a ouvert des portes tout de suite derrière pour accéder au circuit Figaro. Alors, raconte-nous l'enchaînement parce qu'il n'est pas forcément toujours évident, mais toi, ça a été immédiat. Immédiat. Immédiat, non, mais donc je crois que la mini se termine novembre. Il y a le Salon Nautique à Paris en décembre. Et puis en janvier, j'ai un rendez-vous avec Gédimat à Paris. Et comment t'as décroché Gédimat? Même chose, t'as fait les entrepôts pendant l'hiver? Non, en fait, c'est Laurent Tillot, qui est un commercial qui vend des voiles chez Delta. Technique Voile à l'époque. Technique Voile à l'époque. Qui a fini sa carrière chez Norse, je crois. Hein. Ouais, qui a été super sur ce projet et qui m'a mis en contact avec le patron de Gédimat. Voilà, donc je passe l'entretien. Il y a plutôt un bon feeling et je viens de gagner la midi. Ils ont confiance et voilà. Et donc on part sur 3 ans. Ah ouais, donc la transition de rêve, quoi. Ouais, un peu le truc. Ouais, ça déroule. Donc février, je me retrouve à aller acheter un bateau en Italie avec Alberto, qui a un plan avec un Italien qui vend son bateau pas très cher. Je ramène le bateau et puis c'est parti. Je suis pris à Port-Laf et je commence à m'entraîner. Ah ouais, le truc. Je fais la G2R avec Damien, en fait, Grimond, donc au mois d'avril 2004, quoi. Voilà. Et là, c'est le dur. C'est le rêve éveillé. C'est le rêve éveillé. Voilà. Et là, c'est la réalité. On est confronté à pas mal de désillusions. Enfin, même si je savais que je partais de loin. Hein. Mais c'est un vrai. Pour moi, c'est un vrai fossé et un mur à franchir. Tu veux dire sportivement, quoi. Hein. Sportivement. Ouais. Je me rends compte que je suis très très loin du compte là. Et donc ça avait été des années d'apprentissage, des années de dur en même temps, parce que quand on ramasse les bouées, on prend des bâches et puis c'est une remise en question assez sévère, mais en même temps hyper formatrice, quoi. Donc j'ai vraiment appris, à faire la course au large en Figaro, ça a été mon école de voile en fait, à 28 ans. Celle que tu n'avais pas faite avant. Exactement. Tu l'as fait en formation continue, quoi. Et ce fossé-là, tu le découvres tout de suite en arrivant à Port-Laf. Ah oui. C'est un autre monde, quoi. Ah oui, c'est un autre monde. Et puis. Parce que ton orbite, elle est un peu plus. Tes bases et tes relations sont plus du côté de la Trinité, quoi. Hein. Ouais, moi j'ai toujours. Géographiquement, t'es plus sud-Bretagne que. Port-la-Forêt, c'est la sud de la Bretagne aussi, mais. Ouais, encore plus sud. La Trinité, ça a été vraiment ma terre d'accueil, en fait. Et du coup, j'ai basé mes projets là-bas.
Mais pour autant, là, voilà, je suis pris pour la forêt et voilà, sur le papier, ça se refuse pas en fait, parce que ça permet de s'entraîner avec les meilleurs. Bon, c'est un peu la désillusion parce que à l'époque, il y avait pas de coach, quoi. Il y avait pas de, donc on était livré à soi-même. Donc si on était bon et puis qu'on était dans ce petit groupe de cadors, on pouvait se tirer vers le haut. Mais moi, j'étais un peu timide, pas à l'aise, etc. Et puis pas de niveau. Donc c'est toujours chiant d'être le mec qui demande tu fais quel réglage et tu fais comment. Donc du coup j'en ai pas tiré un bénéfice extraordinaire, ce qui fait qu'au bout de 3 ans ou même pas 2 ans je crois je me suis fait virer et du coup c'est là où je rencontre Tanguy Le Glatin, voilà, qui est ce fameux coach. Dont je vous conseille également l'épisode. Exactement. Et du coup, Tanguy, et lui qui commence tout juste, hein. Voilà, c'est le début du décollage. Ouais. Et donc de Tanguy au milieu des années 2000. On est en 2005, un truc comme ça, quoi. 2005 ou 2006. En 2006, ouais. 2006. Et donc, on est au début de ces années, effectivement. Qui jusque-là a surtout fait du mini, hein, et déjà très réputé au bout de 2 ou 3 saisons dans le monde des mini, et commence à prendre quelques Figaro. Exactement. Donc, on démarre à Lorient avec, la Trinité d'abord. Puis après, on se déplace à Lorient avec Franck Le Gall. Et puis après, il y a Isa Josque qui vient nous rejoindre. Il y a qui vient de faire la mini. Ouais, il y a, comment il s'appelle, Adrien qui arrive. Hardy, qui a fait la mini aussi. Ouais. Tout ça, c'est les promos de mini après toi, quoi. Ouais, c'est ça. 2005-2007. Ouais. Et voilà. Et là, c'est plutôt chouette, là. Du coup, il y a un vrai coaching. Voilà. C'est des belles années. Et ces années Figaro, on va s'attarder un tout petit peu dessus quand même, parce que tu y passes pas mal de temps. Cette aridité du Figaro, à partir de quel moment tu sens qu'elle te structure et qu'elle te forme? À partir du moment où tu fais 29e, je crois, ta première solitaire, 27e à la suivante, 22e. Alors c'est aussi les années où pour faire 15 dans les Figaro, faut vraiment être costaud. Oui, et puis en fait c'est aussi moi j'avais un partenariat qui était reconduit tous les ans, donc j'avais cette épée de Damoclès au-dessus de la tête et à l'époque ça me mettait une pression énorme que je gérais très très mal et c'est vrai que je partais sur la solitaire avec du stress en fait et du coup je pense que ça a annihilé un peu mes options, mais voilà ma capacité à mieux naviguer. Mes solitaires étaient pas très belles, quoi. Donc voilà, il a fallu aussi apprendre sur soi et ça a été des années dures. Pour autant, il y avait quand même toujours du plaisir sur l'eau et puis je sentais que je progressais, même si c'était quand même laborieux. Mais voilà, j'ai réussi j'ai toujours eu du mal finalement à me détacher de ce résultat en solitaire. Donc toutes les courses post-solitaire où il n'y avait plus d'enjeu, plus de pression. Je naviguais mieux, j'étais plus à l'aise, je faisais des meilleurs résultats. Voilà. Mais sur la solitaire, boum, je butais. Et tu as cherché quoi comme solution? Tu as fait de la prépa mentale? Tu as fait de la... Ouais, en fait, c'est donc la Véronique Vallès qui était la directrice de la communication de chez Gedimat qui m'a dit, j'étais un peu une caricature, quoi. Je me plaignais, je râlais, j'y arrive pas, etc. Et qui m'a dit ça suffit maintenant, tu prends quelqu'un, quoi, tu vas te faire aider. Eux ils étaient déjà dans le rugby à l'époque aussi et donc c'est une grosse boîte, hein. C'est gros, c'est un gros un réseau de regroupement de distribution de matériaux. Ouais. Et donc ils ont décidé de sponsoriser la voile en 2004 avec moi et puis le rugby en parallèle et donc il y avait cette culture plus du haut niveau entre guillemets, quoi. Et donc il m'a dit tu prends quelqu'un, tu te fais aider, quoi. Et là, à nouveau une rencontre assez incroyable avec Ronan Lafay, qui est un coach qu'on pourrait dire préparateur mental, qui vient du tennis. Qui vient du tennis, ouais. Ouais, de haut niveau. Et avec lequel j'apprends finalement ce que c'est gérer de la pression, gérer des émotions, gérer un départ, du stress. Enfin, j'apprends sur moi, quoi. C'est une introspection énorme pendant des années, en fait, finalement. Et donc, il m'a vraiment aidé à progresser, à me construire. En tant que compétiteur. Donc ça a été des années assez fabuleuses. Pour l'anecdote, je crois qu'il va se mettre au bateau lui après. Ouais, alors il naviguait déjà. Il avait eu un Pogo 1 à l'époque. Ouais. Dans les premiers. Il a pas essayé de faire une mini ou il sait pas. Si, mais c'est un peu un vœu pieux, quoi, parce qu'il est toujours rattrapé par d'autres projets, d'autres emplois du temps. Donc il a eu 3 ou 4 bateaux, je crois. Mais il navigue un peu, ouais. Et
Ginimat va te garder quand même, malgré 7 ans. c'est ça, voilà, malgré le renouvellement annuel et malgré ses difficultés, t'es dans le dur quand même une bonne partie de ces années-là. Ils vont quand même renouveler le partenariat de manière régulière, quoi. Ouais, complètement. Ça, humainement, ça se passe super bien. Et c'est des gens que je vois encore. Yves Martin de La Haye et puis Véronique Gray, c'est des gens que je côtoie régulièrement. On s'appelle, on se voit, quoi. Donc, il y avait vraiment quelque chose de fort. Et voilà, pour autant, ils étaient aussi en attente de quand même un moment, un résultat sur la solitaire. Alors, il y a eu des belles choses, comme je dis. Il y a eu une belle transat, il y a eu des choses, mais il n'y a jamais eu le résultat qui fait qu'on puisse passer sur un autre support, quoi. Voilà. Donc, au bout de 7 ans, à un moment, puis j'en peux plus aussi. De toute façon, à un moment, j'arrive à saturation du Figaro. J'ai envie d'autre chose. Et t'as jamais eu de déclic ou de moments où les planètes se sont alignées, où tu as trouvé une solution ou... Il y a eu une solitaire en 2009, je crois, où je suis quasiment dans le coup toutes les étapes. Mais voilà, je finis entre 10 et 12, 15. Voilà, je suis aux portes du truc, mais sans encore être vraiment dans le groupe de tête. Mais ouais, il a toujours manqué ce petit, un petit déclencheur. Et un peu plus de confiance en soi, un peu plus d'estime, et voilà, qui aurait pu faire tourner la voilà. Et pendant ces années-là, le regard des autres coureurs, parce que tu as un sponsor, tu as les moyens de courir et tout, le regard des autres coureurs, il est comment sur cette séquence? Ça, c'est une bonne question. Franchement, je saurais pas te dire. Parce qu'il trouver des sponsors, c'est pas facile, et du coup, toi, t'arrives pas à convertir ce sponsor en. Si, sans doute que toi, t'as des mecs qui se disent que c'est un peu du gâchis, et voilà. Et en même temps, t'es du Serrage, je veux dire, t'es un ancien préparateur, t'es très inséré dans ce secteur-là, quoi. Ouais, mais bon, après, je sais que t'as des mecs qui comprenaient pas, ouais, c'est vrai, pourquoi il y avait pas de. Mais en même temps, c'était assez frais finalement, parce que comme j'ai pas ce bagage de régatier, j'étais encore en phase d'apprentissage, quoi, quelque part. Et peut-être que dans un autre contexte, sans pression, et en gérant mieux les choses, j'aurais pu mieux performer, quoi. Parce que finalement, entre les années des Glénans et la première solitaire du Figaro, c'est hyper compact, quoi. C'est assez. Ouais, je commence à naviguer donc en 94 au Glénan. Je découvre la voile en 94. Ouais, les premiers bords, quoi. Et 10 ans après, tu prends le départ à la solitaire. Ouais, il se passe quand même 10 ans. Oui, mais, mais voilà. Finalement, c'est les deux extrêmes, quoi. Oui. T'as des gens qui mettent 20 ans avant d'arriver à faire ça, quoi. Ouais. Et cette saturation, c'est toi qui, du coup, arrête le Figaro en 2010 après les Jeux des Airs, ou c'est eux qui te disent... Après la solitaire, je crois qu'on se met d'accord tous les deux. On se dit, voilà, il est temps que chacun fasse sa vie et qu'on aille voir aussi ailleurs, quoi. Donc, moi, que je me régénère et que je trouve autre chose. Bon, alors voilà, ça reste je pars sur un échec quand même. C'est assez dur. Il y a une année 2011 pas facile, quoi. Parce que forcément, c'est des questionnements. Est-ce que je suis bien fait pour ça? Est-ce que j'ai envie de continuer? Est-ce que je veux me donner du mal? Et parce que voilà, trouver des sponsors, c'est compliqué, hein. On le sait tous. Donc voilà. Et puis il faut être capable de renoncer à une forme de, pas de confort, mais enfin en tout cas à des revenus, à une situation. Même si c'est renouvelé chaque année, c'est quand même pas. Oui. Après, c'était pas une vie désagréable, loin de là, hein, ça c'est sûr. Voilà, mais pour autant, je m'interroge et au bout de quelques mois, je crois, je renavigue et puis je sens que voilà, j'ai quand même cette fibre. Tu fais une pause quand même. Ouais, je fais une pause, mais en fait, qu'est-ce que je fais? Je fais un peu de convoyage, je fais un peu de coaching pour Fabrice Amédéo, qui a un projet classe 40, et on se retrouve, je gère le projet, le bateau. Techniquement, on est ensemble sur l'eau, et puis ça me va bien, quoi, parce que du coup, je suis plus en frontal, en première ligne avec des partenaires à gérer tout ça. Et je suis juste pour le plaisir d'être sur l'eau, de faire marcher un bateau. Et voilà, et ça me redonne goût en fait à l'exercice. Ah oui, t'en étais jusqu'à avoir perdu. Un petit peu. Perdu ce coup-là. Oui, complètement. Mais je vois, enfin, ça revient vite, hein. C'est globalement, il se passe quelques mois et. Et donc, du coup, là, tu vas avoir une petite séquence classe 40. Ouais.
2012, 2013. Ouais. Et là, on voit le background du Figaris quand même, parce que les résultats, ils sont. Enfin, vous êtes toujours dans les 5. Il y a plusieurs podiums, je crois. Bah oui, on voit que ces années-là, Ouais. qui sont où t'es dans le dur, comme tu disais, c'est comme les années où quand t'en ressors, t'as des complètement. des sacrées compétences, quoi. Ouais. C'est un apprentissage et une voilà, tout marin étant passé par la classe Figaro le sait bien, quoi. On apprend la rigueur, on apprend voilà à naviguer proprement, et puis à durer, à régler un bateau. Enfin ouais, donc forcément après ça se transpose sur d'autres supports. Et donc ouais, c'était des années sympas ça aussi en classe 40. On avait un vieux bateau, mais pour autant on marchait plutôt bien. Vous allez faire la troisième sur la solidaire chocolat, Québec Saint-Malo. Ouais. La Jacques Vabre. Ça, c'est ta première course parce que pendant toutes les années de Figaro, tu fais que du Figaro, quoi. Ouais, je suis un peu. C'est la 16, quoi. Comme je le dis souvent, c'est une pratique assez ascétique, quoi. Complètement, ouais. Ouais. Puis bah, c'est vrai que moi en plus, je partais de loin, donc quand la saison se finissait à octobre, avec Port-la-Forêt, septembre-octobre, bah, je partais à La Rochelle m'entraîner. Après, bah, il y a un petit chantier d'hiver, ça repart en février, donc voilà, finalement, je faisais un peu que ça, quoi. Et le classe 40, du coup, tu vis ça comme une respiration? Oui, comme je te disais, il n'y a plus cette pression de résultats. On est sur un projet, Fabrice, il est journaliste encore, et donc voilà, il y a un projet plus, on va dire, aventure. Donc, ouais, c'est du fun, quoi. Donc, franchement, c'est des belles naves. Ouais. Et comment se finit cette séquence-là? Parce que voilà, je vais la teaser, mais tu veux l'année d'après, vous faites la Jacques Vabre avec Fabrice, et l'année d'après, tu te retrouves sur l'IMOCA. Ouais. C'est vrai que je me retrouve sur l'IMOCA pour la Route du Rhum en 2014. Exactement. Ah bah, raconte-nous, parce que du coup, c'est quand même. Ouais. Là, on a l'impression que tu es presque en convalescence des années Figaro sur 2 saisons, et du coup, tu te retrouves bing sur là aussi, un très gros projet. C'est des histoires de rencontres. On avait imaginé. Parce que tu as envie quand même. Enfin, on vient pas te tombe pas du ciel. Tu as quand même. Le Vendée Globe, tu as une envie de Vendée Globe depuis longtemps? Tu as une envie de Vendée Globe tout court? Depuis la Mini en 2003. Ah ouais, ok. En fait, je me souviens très très bien, en arrivant au Brésil, avant, je me dis, je l'écris même, que voilà, je me sens apte, capable de partir plus loin, plus longtemps, et voilà, sur un Vendée, quoi. Et voilà, donc il a fallu un peu de temps, mais ouais. Et donc depuis la Mini, c'est un truc qui me trotte dans la tête. Après, ouais, on avait imaginé avec Fabrice donc construire un classe 40, un plan VPLP. Et voilà, on a été mis en contact avec Bertrand Debroc avec un chantier. Bon, le projet s'est pas fait, mais pour autant, j'ai rencontré un petit groupe de chefs d'entreprise, donc d'investisseurs, qui me font confiance et qui décident d'acheter l'ancien bateau de Quito de Pavant, donc le plan, l'ancien groupe Bell, donc un plan VPLP Verdier. Et voilà, donc on achète au printemps, fin d'année 2013, début 2014, ce bateau pour le mettre à l'eau en avril. Ah, c'est un bel enchaînement aussi, hein. Ouais, ça s'enchaîne bien. Ouais. Et donc en avril, on met le bateau à l'eau. Et là, je commence à faire mes classes en IMOCA. Et t'avais jamais fait d'IMOCA? Jamais. Et ouais, c'est un gros bourrier quand même. Parce que tu passes d'un classe 40 où là où tu peux récupérer toutes tes erreurs facilement finalement. Et puis un classe 40 ancienne génération, par rapport à ceux d'aujourd'hui, quoi. Hein. Oui, qui avait rien à voir. C'est un Aquilaria de mémoire. Hein. Ouais, c'était les premiers. Aquilaria, la deuxième génération. RC2, hein, RC2, ouais. Donc c'était quand même des bateaux moins puissants qu'aujourd'hui. Et là, ouais, change de monde là. Et donc c'est un peu la découverte et une excitation aussi incroyable, quoi. Naviguer sur un IMOCA, c'est le Graal, quoi. Donc voilà, tout ça m'amène à la Route du Rhum. Et comment t'as rencontré les investisseurs? Comment le truc est financé? Comment le truc est organisé? Alors il est financé sur fonds propres. Bon, c'est plutôt assez pratique d'avoir des gens qui ont pas mal d'argent. On est censé aller chercher des partenaires, des sponsors, mais finalement je crois qu'on n'en trouve pas vraiment. Mais voilà, pour autant le modèle économique fonctionne à peu près, et du coup je prends le départ du Rhum. Alors c'est un petit projet, mais voilà, je me suis entouré d'une équipe de techniciens hyper compétents. J'ai mon vieux pote Fred Berra, là, un ancien des Glénans d'ailleurs, qui est aujourd'hui avec chez SVR, le capitaine, qui revient. Il y a Juju qui est là, il y a Julien. Bon, il y a une très belle équipe technique et qui met au point le bateau.
Et parce que le bateau est pas dans un super état, donc on a un refit assez conséquent. Et puis le rhum se passe plutôt bien. Ouais. Parce que t'es un bisu de l'IMOCA. C'est pas que tu sortes de nulle part, mais t'en as. En 2014, il y a du beau linge en IMOCA. Et c'est ma première route du rhum, donc là c'est quand même assez dingue. Le rhum, en fait, c'est quand même ce qui m'a amené à la course au large, parce que quand j'étais pas gamin, mais quand j'étais au Glénan, donc en 94, on est allé voir le départ de la route du rhum donc novembre 94, et j'ai vu ces bateaux, ces multicoques filer après Cap-Fréhel, et j'avais les étoiles dans les yeux, quoi. Je me dis ah ouais, c'est aussi ça la voile, quoi. Incroyable, quoi. Et donc 2014, je me retrouve au départ de cette course, quoi. Et le rhum, ça reste le rhum, quoi. Il y a quand même un décor assez incroyable, une ambiance, tout. Enfin. Une pression aussi, hein. Et ouais, aussi une pression. Et puis on se prend une bonne baston la première nuit. Il y a pas mal de dématage, de casse et tout. Moi, je fais des vracs. Il y a Coville qui tape un cargo. Il y a des mecs en classe 40 qui perdent leur quille. Ouais, il y a du dégât. Et voilà. Et donc, j'arrive à me faufiler comme ça. Et puis, me retrouver à contourner l'anticyclone des Açores et à bagarrer avec Marc Guillemot pour la 3e place. Bon, voilà. Je lui laisse son droit d'aînesse. Je finis 4e. Et donc, c'est ce qui est incroyable. Parce que le premier, c'est Gabard. Le deuxième, ça doit être Bayou, de mémoire. Oui. Et le troisième, c'est Guillemot. Ouais, voilà. Et après, Armel Trépon. D'où il sort De nulle part. C'est ça qui est chouette. Mais ça qui est dingue aussi, la course au large, c'est qu'en fait, il n'y a pas de voie tracée. On peut y arriver comme ça, par différents accès. Et voilà, donc un gars qui découvre la voile à 19 ans et qui connaît pas grand-chose, peut quelques années plus tard faire le rhum et voilà, faire un résultat plus ou moins, quoi. Et alors, qu'est-ce qui se passe ensuite? Parce que là, pour le coup, on se dit c'est la voie royale. Il y a plus que 2 ans avant le prochain Vendée. Oui, parce que le but de ça, c'est quand même d'être au Vendée en 2016. Évidemment. Il se passe qu'il y a un peu bagarre au sein des actionnaires. Le bateau change de main. Qui sont propriétaires du bateau, des investisseurs qui sont propriétaires du bateau. Le bateau change de main. Moi, je me fais débarquer. Et puis, du coup, je me retrouve le bec dans l'eau, sans projet. Donc, recasse départ. Ah oui. Donc, en fait, t'es comme dans une boîte où il y a un changement d'actionnaire majoritaire et il débarque le directeur général, quoi. Exactement. Gros. Donc, en fait, je vis... on est beaucoup à vivre ça, hein, mais voilà, comme des salariés qui se font débarquer du jour au lendemain. Vous avez 1 heure pour faire votre carton. Et malgré le résultat du rhum, quoi. Oui, parce qu'il est un peu inespéré quand même, ce résultat par rapport au projet, sur le papier. Enfin, bon, de toute façon, les décisions dans ce genre de projet, elles sont souvent décorrélées des résultats. Hein. T'as pas d'action, donc tu peux pas. T'as pas non, j'ai pas voix au chapitre. Donc voilà, c'est dur. Pour l'anecdote, c'est Thomas Ruyant qui est nommé. Exactement. Donc c'est dur pour l'équipe, pour tout le monde là. On est tous le bec dans l'eau et en plein hiver. Donc, mais c'est quelques semaines après. Hein. Je crois que c'est en janvier. Hein. Ça va très vite. Même je sais plus, décembre, janvier. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe un peu de temps avant de rebondir. Je vais naviguer en 2015 avec Erwan Leroux qui m'invite sur son multi aux Canaries pour un Grand Prix. Et voilà, à nouveau une révélation. Première fois en multicoque. Enfin en multicoque océanique. Océanique, ouais. J'avais fait du petit kata de sport, mais j'avais jamais fait de gros bateaux. Et là, je découvre ces bateaux qui sont juste fabuleux en fait, et extraordinaires. Et je me dis c'est ça que je veux faire. Et voilà, et donc je me retrouve à essayer de vendre un projet, de monter un projet multi et aller toquer aux portes. Mais explique-nous, je vais pas remuer le couteau dans la plaie, hein, mais explique-nous quand on voit que les projets s'arrêtent, de quoi on vit pendant ce temps-là, parce qu'il n'y a pas de chômage, hein, c'est une vie d'entrepreneur ou de freelance, il n'y a pas de protection, tu perds ton truc du jour au lendemain, il faut se remettre devant l'ordi, sortir un PowerPoint, bricoler à droite à gauche. Alors tu retournes pas faire le magasinier chez Moulin Rôti, mais là tu peux nous dire parce que je disais au début de ce podcast que tu avais une grande résilience parce que toute ta carrière t'as jamais rien lâché, mais comment ces phases de transition tu les gères? Parce que tu as une femme, des enfants. Alors déjà c'est elle qui paie le loyer. Elle assure déjà une bonne solidité morale, mentale, financière, voilà. Mais pas que, ça c'est sûr. Mais au début, quand ça s'arrête en Figaro, moi j'avais acheté un autre bateau. Donc je revends un bateau, ce qui permet aussi de temporiser un peu. Et puis j'ai un bateau du coup que je loue. Voilà.
Donc Ça, c'est les placements de cigaristes. voilà, exactement. Mais Beaucoup qui ont vécu avec ça, quoi. et puis après, quand ça en 2015, je me remets à bosser, faire un peu de skippage. Je travaille pour un chantier naval, donc on met au point des bateaux. Voilà, je fais de la prise en main, des choses comme ça. Il faut être prêt à changer son statut, quoi. Ouais, bah oui, de toute façon, je crois que c'est. Ouais, faut savoir, on n'est pas sur un piédestal, donc voilà. Si demain, il faut aller livrer des pizzas, je vais livrer des pizzas. Pas de problème. Non, mais voilà, je pense que c'est. En même temps, notre métier, c'est un métier de passion. Donc, à partir du moment où on est motivé, engagé, bah, on trouve de l'énergie pour rebondir et faire des choses. Je pense que voilà, tant qu'il y a cette envie, cette fibre qui est là, ouais, après, le reste. Finalement, ça en découle, quoi. Et elle t'a jamais lâché? Eh bien, non, elle m'a jamais lâché. Elle m'a jamais lâché. Alors, il y a eu ces petits moments de latence et de réflexion où, voilà, je me suis interrogé, mais voilà, non, il y a ce plaisir et cette envie d'être sur l'eau, en fait, quoi, qui est toujours présent. Et là, je t'avoue que là, je ronge mon frein, là, j'en ai un peu marre d'être à terre, donc il est temps que je retourne naviguer. Et alors le multi 50, parce que entre le 2015, cette troisième, quatrième révélation, Ouais. j'arrive plus à les compter, et le fait que le bateau que t'arrives à racheter, c'est actuel, hein, de mémoire. Oui, c'est l'ancien actuel. Ouais. Je rachète le deuxième bateau à Yves. Voilà. Et oui, exactement. Ouais. Après le 151. Il se passe un peu de temps, quoi. Ça se mène pas comme ça. Oui, alors je fais un peu de classe 40. Là, j'ai rencontré un propriétaire allemand qui a un classe 40. On fait, grâce à Yvon Béréard, le père de Loïs. Et du coup, on fait des transats ensemble, on fait quelques courses. Et puis, il me prête le bateau pour faire une transat anglaise en avril 2016. Et donc, c'est là au début, d'ailleurs, où je commence à soutenir les petits doudous via Moulin Rôti. Moulin Rôti est là, toujours là, mon partenaire de toujours. Et sur cette, juste avant le départ de cette transat, en fait, il y a un article dans un petit quotidien local, Presse Océan à Nantes, qui dit, qui m'aide. C'est le grand quotidien local. Ouais. Mais ça appartient à Ouest France. Voilà, plus modeste que Ouest France. Quoi. Oui, mais c'est pas une feuille de chou, quoi. Non, il y a des vrais journalistes. Je remets pas du tout ça en question. Mais il y a une petite diffusion, on va dire. Ouais, non, c'est ce que je dis. Elle est pas si petite que ça. C'est un quotidien très lui à Nantes, quoi. Ouais. Et dans l'article, il est dit que je recherche des financements pour cette transat anglaise. Et j'ai un coup de fil de la DIRCOM de Réauté Chocolat qui me dit vous cherchez un sponsor, ça tombe bien, on cherche un skipper. L'histoire est belle. Le truc. Et donc là, en fait. Donc pardon, hein, mais juste un petit conseil à ceux qui cherchent des sponsors, faites toujours savoir, parce que ton histoire, elle est pas unique. Hein. Faites toujours savoir. Exactement. Et je crois qu'il faut négliger finalement aucune piste. Des fois, on peut se dire que un article, un mail ou quelque chose, enfin, c'est inexistant, mais non, on sait jamais finalement derrière quoi se cachent des belles histoires. Donc voilà, il faut rien négliger. Et il se trouve que voilà, en l'occurrence, le patron de cette entreprise là, Christian Buton, a dû lire Presse Océan et a vu ça et a passé l'article à sa DIRCOM. Et donc elle m'appelle et le projet se fait pas sur la transat anglaise, mais on reste en lien, etc. Je les revois et bref. Et du coup, je sais plus, à l'automne 2015. 16. Après la transat. Ouais, 2016. Automne 2016, on se met d'accord. Départ du Vendée Globe. Ouais. Pour partir sur un circuit multi 50. Voilà. Tranquille. On se tape dans la main. Et là, c'est parti avec Réauté Chocolat pour 2017-2018. 2 belles années. Et alors, t'achètes le bateau. T'arrives à acheter le bateau. Ouais. Donc là, il faut des montages bancaires, machin chose. C'est le sponsor qui achète le bateau. D'accord, ok. Voilà. Parce que tu disais tout à l'heure que tu avais souvent été propriétaire de tes bateaux. Ouais. À partir d'un certain moment, je laisse la main. Ma prise de risque est mesurée. Mais quoique. Mais donc là, c'est effectivement eux qui achètent le bateau c'est ça, automne 2016. Et là, on le met en chantier pour pouvoir démarrer les premières navigations au printemps 2017. Et là, là, ça a été assez dingue. Hein. C'était fabuleux. On a une petite bande sympa et puis on est à la Trinité. Il y a Erwan qui est là à côté. Et qui fait du 50, qui est le patron, le taulier. Qui est le taulier. Qui est déjà président de la classe, d'ailleurs. Qui est président de la classe, ouais.
Et en fait, l'histoire est belle quand même, hein, depuis les Glénans. Ah ouais, on se retrouve tous les deux, c'est quand même chouette. Et voilà, et puis Erwan, c'est un mec qui a vraiment compté pour moi. Si j'en suis là, c'est aussi grâce à lui, parce qu'il a préparé mes bateaux, voilà, à l'époque comme jamais. On faisait les courses en double, etc. Et voilà, j'ai une admiration sans borne pour Erwan. Et c'est vrai que voilà, on lance ce projet avec Réauté Chocolat, et moi, c'est la découverte du multicoque. Donc c'est juste de l'adrénaline en barre, en fait. Mais même chose, tu pars de zéro, quoi. Enfin, là, je pars de zéro. T'as un côté. Ouais. T'as un côté. Après, moi, j'ai toujours pensé que finalement les limites qu'on se mettait, c'était que finalement des limites et des barrières mentales, quoi. Donc si on passe ça, bah ouais, il n'y a pas de raison de pas essayer. Alors, je dis pas obligatoirement réussir, mais au moins d'essayer. Puis il faut pas trop écouter les gens autour, parce que souvent on va essayer de vous cantonner ou vous ramener finalement dans un fonctionnement déjà connu, mais voilà. Oui, le goût du risque n'est pas forcément partagé. Ouais, exactement. Donc faut savoir finalement avec qui on monte des projets, avec qui on s'entoure. Mais donc je m'entoure bien aussi, parce que tu vois, je suis allé chercher de la compétence avec des gens qui savaient faire du multi, etc. Donc voilà, pour essayer de rapidement faire des résultats. Et alors ça marche bien, parce que du coup vous faites 3e de la Jacques Vabre avec Vincent Marneau, un ancien ministre. Ouais, tout à fait. Aussi. Et puis surtout, du coup, tu à la Route du Rhum, donc 2e Route du Rhum. Donc la Route du Rhum en multicoque, c'est quand même autre chose qu'en monocoque, quoi. C'est quand même, ah ouais, c'est pas la même. C'est un peu plus sport. Est-ce que tu peux nous raconter, parce qu'il y a un scénario assez incroyable. Il y a une toute petite porte météo, et tu te faufiles dedans, telle la souris. Ouais. La souris au chocolat. Exactement. Ça a été, c'était un scénario qu'il fallait pas rater, et en fait. Déjà, c'est très sport, hein, les conditions météo. C'est assez engagées. Une bonne partie de la flotte s'arrête. Il y a eu pas mal de casses, et effectivement, il y a une dépression qui arrive classiquement, hein, dans le proche Atlantique, et il y a un timing très serré pour venir se glisser sous cette dépression et atteindre le cap de Finistère. Et donc voilà, et j'arrive à m'extraire et à passer vraiment sous la DEP, ce que peuvent pas faire les autres, mes concurrents, parce qu'ils sont un peu décalés, un peu en retard, et un peu plus au large. Ouais. Et puis toi, tu passes à raser le Portugal, c'est ça, hein, de mémoire, hein, non? Ouais, je suis à dans la limite du DST là. Mais donc je suis sous la dépression, et après je rejoins les Canaries, et après voilà, une fois que j'ai glissé sous la DEP, la partie était gagnée, quoi. Mais donc c'est marrant, parce que ouais, cette course finalement elle se gagne sur une prise de décision à un instant T, et ça fait toute la course derrière, quoi. Mais ouais, le multicoque, le Rhum, c'était juste fabuleux, hein. C'est vrai que après il y a l'image que j'aime bien, hein, qui est de dire que c'est comme du lait sur le feu, un multi, donc c'est un stress très palpable, très tout le temps, quoi. C'est très engagé, quoi. Et pour autant, ce bateau était quand même assez sain, et très sain même d'ailleurs, l'ancien Réauté, donc. Mais voilà, ce qui était moins le cas du bateau que j'ai eu après, où là c'était un peu plus casual. Et cette victoire dans le Rhum, elle te fait changer de statut? Donc tu gagnes en 2018 à 33 ans? Non, 43 ans. 43 ans. Ouais, 43, ouais. Est-ce que, ouais, peut-être qu'elle me fait changer de statut, je sais pas. En tout cas, moi, c'est vrai qu'elle me fait du bien. Et voilà, j'avais gagné la Mini. Après, bon, j'avais pas gagné de grandes courses, donc c'est sûr que voilà, c'est une course mythique. Être sur le podium final en plus derrière. Ouais, c'est ça, parce qu'en temps réel, t'es derrière Gabard Joyon et Gabard. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Et je suis à la bagarre pendant toute la course avec Alex Thompson. Et donc il y a l'idée quand même de finir 3e au scratch, quoi. Et donc ça, c'est quand même sympa. Et ouais, c'était vraiment une belle course avec une énergie incroyable, une belle équipe, un beau partenaire. Il y a eu vraiment une belle histoire, quoi. Et c'est toi qui décides d'arrêter? Comment se passe à nouveau la transition? Je souligne les effets de transition, hein, parce que c'est les hivers peuvent être soit décimer les troupes, soit donner naissance à de nouveaux projets. Ouais. C'est quoi le plan une fois qu'on a gagné la Route du Rhum en multi 50? En fait, il y a déjà sous le coude un projet IMOCA, construction d'un nouveau bateau pour le Vendée, donc 2020.
Voilà, j'arrive à mes fins. Mais comment il est né? Il est né pendant ton projet Ocean 50? Ouais. Enfin, 50 encore, je En crois. fait, il est né donc en emmenant naviguer donc en multi 50 en 2017, je crois, le patron du l'Occitane. Et voilà, qui dit Banco, on y va pour le Vendée. Alors, il faut que tu nous racontes un peu. C'est-à-dire qu'il arrive avec des idées préconçues, Non, mais tous les gens qui descendent de ton multi 50, tu leur dis voilà ma plaquette pour le Vendée. Comment ça se passe? c'est quelqu'un que je connais depuis un moment, on navigue ensemble depuis quelques années. Et voilà, et c'est vrai que donc il m'a toujours soutenu dans mes projets, que ce soit en classe 40, etc. Ah, d'accord. Ouais. C'était un sponsor de longue date aussi. D'accord, très bien. Et c'est vrai que voilà, il y a cette idée. Il était aussi dans le tour de table en 2014 sur l'IMOCA. Imagine. Voilà. D'accord. Il s'est fait lui aussi débarquer. Donc du coup, voilà, il est un peu mauvaise et il y a cette idée de revanche aussi. Voilà. Ok. Et donc fidèle. Ouais. Et donc ouais, c'est vrai que quand je lui parle du projet de construire un bateau neuf avec un architecte qui sort un peu du sérail, et voilà, ça lui plaît, et puis voilà, il dit Banco. C'est un voile au départ? Ouais, On peut dire son nom, c'est la famille. Non, c'est la famille Gégère. Gégère, ouais, c'est ça. Non, lui c'est un skieur. D'accord. Mais il aime bien. Du coup, c'est le père ou le fils? Parce que je sais qu'il y a un fils qui est. C'est le père. C'est le père. Donc voilà. Et le projet finalement démarre en 2017. Ah oui, donc en fait, En fin 2017. T'as deux projets en même temps, en fait, littéralement. Ah ouais. En fait, Je toute me l'élaboration de l'IMOCA se fait en 2018. On démarre la construction printemps 18. D'accord. Et là, tu l'as dit à Réauté, ils sont au courant que t'as ce projet-là en même temps. Je leur ai dit, quand j'arrive de la Jacques Vabre, en fait, je sais déjà. En fait, on a signé pour l'IMOCA une semaine avant le départ de la Jacques Vabre. Ah ouais. Et donc, je reviens de la Jacques Vabre. Le roi du pétrole, quoi. Deux projets en parallèle pendant le. Ouais. Et ils le prennent comment? Et au début, ils me disent, c'est super pour toi. Parce que je leur dis, nous, on cherchait encore des partenaires. Donc, je leur dis, rejoignez l'aventure. On peut faire voilà. Et puis, il me dit, pour nous, c'est trop tôt. On sait pas, etc. Et voilà. Donc, après, je gagne le Rhum en 2018. Et là, en fait, normalement, le projet s'arrête avec eux. Et moi, je pars sur l'Occitane, quoi. Et donc là, ils sont un peu déçus, en fait. Forcément, parce que le fait de gagner. Les skippers qui gagnent avec un sponsor, c'est assez rare qu'ils partent chez un autre sponsor après. Ouais. Donc, voilà. Donc, du coup, on se quitte pas très bien, ce qui est dommage. Bon, aujourd'hui, voilà, on va dire que c'est de l'histoire ancienne, et puis j'ai encore gardé de très bonnes relations avec eux. Mais voilà. Donc là, il y a un petit peu pour eux des illusions. Moi, je repars avec un nouveau partenaire. Bon. Mais, toi, l'enchaînement est parfait, quoi. Ouais, tout à fait. Sauf qu'on met du temps à construire le bateau. On met beaucoup de temps à construire le bateau. Beaucoup trop de temps par rapport au projet initial. Et d'un projet un peu ambitieux sportivement, on devient un projet en retard avec une mise à l'eau tardive, quoi, en février. Et pourquoi? Qu'est-ce qui génère ces retards? Des choix qui ont été faits, qui sont pas de ma responsabilité, mais du coup qui ont mis en retard la construction du bateau. Comment tu as l'idée de faire appel à sa manœuvre? Parce qu'aujourd'hui, maintenant, le manœuvre est devenu un standard de l'IMOCA et tout le monde regarde ça avec beaucoup d'envie. Ces bateaux sont assez incroyables, mais qu'est-ce qui, toi, te donne le goût du risque de prendre ce risque-là? Parce que c'est un risque, hein? Ouais, c'est un risque. C'est un risque, il a fait des classes 40 incroyables et tout. C'est ça. Mais bon. Un risque très, très mesuré. Oui, tout à fait. Mais c'est juste le risque de ne pas être finalement dans le droit chemin. Alors, vous connaissiez depuis. Ouais, on se connaît depuis la Mini. Et en fait, il vient naviguer sur le multi. Et puis, tu as fait du Mac 40. Hein. Les Mac 40, c'est des plans manœuvres, classe 40. Il vient naviguer sur le multi Réauté parce qu'il avait fait une Jacques Vabre avec Yves. Et donc, tu vois, je le vois sur les pontons à la trine. Je dis, viens naviguer, partage-nous ton expérience, quoi. Ça peut être intéressant. Un mec qui est quand même malin et qui a des choses à apporter. Je vous conseille l'épisode. Voilà. Et au cours de cette navigation d'entraînement, on discute, machin, et puis il me dit où il en est, quoi. Et notamment d'un projet de 100 pieds pour un propriétaire, etc. Qui ne verra jamais le jour. Hein. Voilà. Et qui commence à être un peu staffé avec une équipe, avec des designers. Avec KND. Voilà, c'est ça. Donc voilà, il dessine plus dans son coin avec son crayon, quoi.
Et moi, ça trotte dans la tête, en fait, quoi. Et puis, il me dit, ouais, j'aimerais bien faire un IMOCA, etc. Et voilà. Et moi, je cherchais un archi, quand même, qui était navigant, en fait, quoi. J'avais navigué sur le bateau avant donc de Quito. Il y a quand même pas mal de choses qui étaient un peu rédhibitoires pour moi, quoi. Donc, voilà. Sam, il allie tout, en fait. Il navigue, il a construit ses bateaux, il les dessine. Enfin, voilà. Il a une vision 360. Puis il a gagné, quoi. Ouais, il a gagné. Court, Enfin, il voilà, a performé, quoi. Donc il est quand même très très fort. Pour mémoire, là, il travaille chez Alinghi. Hein. Ouais. Et donc, bah, du coup, j'arrive à vendre le projet donc à comment ça s'appelle, à l'Occitane et Banco, quoi. On parlait comme ça. Bon, alors le bateau, il fait très grosse impression. Hein. D'abord parce qu'il est très très beau, tout noir, avec juste le logo l'Occitane. Ouais. Et puis les premières images, je crois que c'est une banque image en baie de Quiberon, hein, qui sortent. Dans 39, ouais. Elles sont hallucinantes. Ouais. Et je crois qu'il y a qu'un foil, non? C'est pas ça? Ouais, il y a qu'un foil. Il y a qu'un foil, hein. Ouais. Et quand tout le monde voit les images, tout le monde est scotché, quoi. Ouais, le bateau, il était juste dingue. Bah, en fait, déjà, on est parti sur un SCO. Donc, ce qui se faisait en mini, hein, c'est David Raison qui a lancé ça. Mais c'est tout. Donc, et paradoxalement, les classes 40 de l'époque c'était pas scoifié encore. Pas encore. Il s'élargissait petit à petit. Mais c'était pas encore. Le bateau d'Inari Show était quand même bien large de devant, mais n'était pas formellement un SCO, je crois. Mais depuis, ils ont pris beaucoup d'embonpoint. C'est devenu la norme, ouais. Mais ouais, c'était c'était le premier gros bateau en fait, SCO. Et puis avec des foils qui avaient quand même un parti pris très marqué, avec en allant chercher très loin, partant du Maître Beau. Donc ouais, c'était un bateau assez dingue, quoi, en termes de comportement, en fait. Et toi, tu t'en rends compte? Enfin, d'abord, il y a deux choses. Il y a le moment où tu vois le bateau, la mise à l'eau, tu vois ces foils très imposants, toutes ces innovations, la gueule du bateau, sans littéral du terme. Ouais. Donc ça, je pense déjà, ça doit faire un petit choc. Ouais. Et après, tu te rends compte quand tu navigues tout de suite, tu te dis, qu'est-ce que c'est que ce truc-là, quoi? Ouais, bah, en fait, je navigue en fait, il y a, dans la boucle, depuis 2007, il y a Tanguy Le Glatin dans tous mes projets de course, dans le Route du Rhum, il est mon routeur, etc., quoi. Et donc Tanguy a beaucoup poussé aussi pour que ce soit un SCO, hein. Parce qu'il entraînait des mini, hein, donc il voyait bien, en fait, ces différentes carènes, etc. Donc il y a eu pas mal de discussions entre Sam, Tanguy et moi. Et en fait, lui, il a ce retour. Alors moi, j'ai fait du l'IMOCA, mais ça date un peu. On est en 2014, tu vois. Donc j'ai ce background qui est un peu dépassé. Mais voilà, Tanguy il est un peu plus au fait et il voit bien que le bateau il pousse moins d'eau, quoi. Et on s'en rend compte, quoi. Donc il y a une glisse qui est phénoménale. Au portant, c'est juste extraordinaire, quoi. Et cette fameuse navigation dans la brise, c'est ta première sortie dans ces conditions? Non. Ah oui, c'est peut-être la deuxième. Enfin oui, c'est très rapidement, ouais. Et là, tu te rends compte du potentiel du truc. On monte à 35, 36 nœuds, tu vois. On est là, waouh, on prend des coups de pied au cul incroyables et tout. À bord, il y a une euphorie. C'était fou. C'était fou. Après, on a couru après le temps, tout le temps. Tout le temps. Et puis, c'est un bateau où, il n'était pas suffisamment abouti. Donc, il y avait plein de choses qui allaient pas. Il fallait réparer sans arrêt. Enfin, bon, il y a eu le Covid, donc les bateaux sont sortis. Nous, on refait un chantier énorme. Derrière, je recasse sur une course avec une voie d'eau incroyable, machin. Donc, rechantier, enfin, voilà, donc on est au départ du Vendée, j'ai 28 jours de navigation. Ah oui, c'est pas beaucoup. Non. Et en tout cas, sur les standards d'aujourd'hui, c'est pas grand chose. Non, il y en a pas beaucoup qui me voyaient finir. Hein. Donc, et toi, tu pars dans quel état d'esprit? Justement, avec cette épée de Damoclès là, à la fois ce potentiel incroyable et en même temps ton peu de maîtrise de la bête, quoi. Exactement, ouais. Et en sachant que j'ai un bateau qui est pas abouti, avec très peu fiabilisé, donc voilà, j'ai cette notion-là. Voilà, ce qui a créé un petit décalage avec des partenaires qui sont en attente eux d'un résultat, parce que on leur a vendu un bateau très rapide, etc. Et pour gagner. Voilà, sauf que il y a la vérité, quoi, finalement, la réalité des faits qui est un bateau pas au point et avec très peu de temps de navigation, une équipe qui a fait son possible, qui a fait un travail extraordinaire, hein. L'équipe technique qui est avec moi toujours là, ils se sont arrachés pour que le bateau soit prêt techniquement, mais voilà, ce qu'on dit, c'est qu'un IMOCA, ou comme tout bateau, finalement, on doit casser ce qu'il y a à casser, et nous, on n'a pas eu le temps d'éprouver tout le matériel, donc on n'a pas assez de mille dans les pattes. Et donc, il se passe ce qui se passe, hein. C'est que première nuit ou deuxième nuit, passage de front, je pète mon état de J3 sur le Vendée et voilà. Donc ça, c'est les tests structurels, hein. Donc c'est celui qui tient le mât, quoi. Hein. C'est le J2 qui tient le mât, mais le J3 est essentiel dans la tenue globale, quoi.
Donc là, voilà, pas question de continuer comme ça. Donc je pense faire demi-tour pour réparer parce qu'on peut. Après, je vois T'étais que la pas si météo, j'étais pas si loin, on était dans la sortie du golfe. Après, je me dis, bah non, la météo est merdique, j'y arriverai jamais, je m'arrête voilà. Et puis en fait, je me dis, bon, finalement, après concertation avec l'équipe, je répare en mer. Mais bah, je rate le wagon, quoi. Donc je prends très vite 200, 300, 400 000 de retard. Je rate le système météo et après, bah, je suis derrière, c'est fini, quoi. Donc voilà. Mais pour autant, je baisse pas les bras enfin, être au départ du Vendée, pour moi, c'était un rêve. Donc il n'y avait aucune raison d'être déçu et puis j'avais quand même bien préparé ça. Toujours avec mon coach Ronan, voilà, on avait préparé ce Vendée et je voulais que finalement que chaque jour soit un moment fort, chaque jour soit une fête, quoi. Et que voilà, que je me laisse pas abattre par des problèmes et des petits tracas quotidiens, parce qu'il y en a toujours des merdes sur un bateau, sur un Vendée. Et tu vas réussir Et je vais réussir. à faire en sorte que ça, Ouais. malgré Ouais. le fait que la flotte Je soit crois que c'est partie. mon plus beau challenge en fait, c'est d'avoir tenu sur ces 80. Alors il y a eu une ou deux coups de calgon, voilà, mais qui sont passés en 24 heures. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, j'ai une stabilité et voilà, et c'est mon plus beau combat en fait, et ma plus belle réussite finalement. C'est faire le tour, c'est sûr, mais en même temps d'avoir eu cette stabilité émotionnelle et pas me laisser abattre parce que je sais que voilà, c'est dur cette course et que beaucoup de concurrents voilà, à un moment sont dans le dur, quoi. Et voilà. Et puis il va y avoir comme une phase, je sais pas si c'est pas toi qui a un meilleur chrono entre deux caps, il y a pas le bateau va quand même Oui. montrer son potentiel. Enfin, le Ouais. résultat final, il est pas à la hauteur de tes espérances et de potentiel du bateau, mais par contre, il y a des sections, je crois, non Ouais, je me trompe ou... on a le meilleur temps, équateur. Voilà. Ouais. Ce qui montre un petit potentiel. Oui. Après, c'est relatif parce qu'on est sur des systèmes météo Bien sûr. différents, mais c'est sûr, j'ai fait des phases en Atlantique Sud où j'arrive à cavaler devant un front. Enfin, voilà, là, c'était comme dans les livres, en fait. J'ai mes bernotteries sur les genoux et puis tu passes le front froid et tu restes devant. Voilà, pour aller jusqu'en Afrique du Sud, quoi. En contournant Sainte-Hélène et ça a duré 4-5 jours, là, avec le bateau qui était à 22, 23 nœuds. Ouais, c'était chouette. Et voilà. Non, cette course, elle est juste fabuleuse, donc hâte d'y retourner. C'est le bateau de Louis Burton aujourd'hui, hein. Je ne me trompe pas, hein. C'est tout ça, à fait. il a été vendu. Comment se passe l'arrivée? Parce que la vente, elle est faite en cours de Vendée, non? Ouais, bon, je sais pas bien ce qui se manipule dans mon dos, mais toujours est-il que le lendemain de mon arrivée, le bateau est en vente. Voilà. Bon, voilà, donc c'est ce qui s'appelle aussi se faire démarquer. Et donc. Tu prends ça avec philosophie. Ouais, tu le sentais venir? Bah non, moi en fait j'étais sur l'eau, donc j'étais épargné. Voilà. Donc heureusement, quoi. Mais ouais, c'est assez dur parce que tu sors d'un Vendée, t'es quand même bien essoré. Physiquement, mentalement, donc faut quand même un peu de temps pour se reconstruire. Et puis là, en fait, bah, il faut finalement tout de suite remettre du charbon et se dire bon bah je repars au front, quoi. Et le bateau il est vendu parce qu'il n'était pas question que le projet se poursuive. C'était Ouais, pas clair. C'était pas très clair. Et puis bah, après voilà, ils ont eu des décisions économiques ou autres. Bon, donc voilà, ça se finit un peu comme ça. Bon, et alors t'es jamais mort. C'est quand même, enfin moi c'est ce qui m'impressionne beaucoup dans ton. Non bah tu rigoles mais. Ça va, il y a quand même des choses plus dures dans la vie. Bien sûr, non quand je veux dire t'es jamais mort, c'est pas du tout. Non mais bien sûr, mais bon. Ce que je veux dire c'est que j'en connais plus d'un qui aurait pu se dire bon bah là c'est bon. Je vais aller jardiner. Tout à l'heure, c'est finalement quand t'as toujours la fibre et l'envie, bon bah voilà, tu trouves des solutions et puis bah tu te relèves. Et donc dès l'arrivée de ce Vendée. Oui. Tu lances le projet de Vendée Globe parce qu'il y a, en fait, à nouveau il y a un double projet quoi. Ouais. T'es le gars qui se colle un projet multi 50 à chaque fois qu'il fait un projet Vendée Globe. Je résume hein. En fait, ouais, il y a ce projet IMOCA donc qui naît assez vite, on va dire. Mais bah pour autant, faut quand même naviguer en fait, et puis continuer à vivre aussi quelque part. Et bon bah se balader, attacher case et puis aller chercher des partenaires, etc. C'est dur quoi. Et moi j'avais besoin d'être sur l'eau quoi. C'est essentiel en fait, à un certain équilibre mental. Donc du coup toujours avec mon vieux pote Damien Grimont, on monte ce projet multi, enfin Ocean 50 avec l'ancien bateau de la Loue
qu'on rachète. Et là, c'est vraiment de se dire, bon, le projet Vendée, il avance à son rythme. Exactement. Et à côté, il faut que je continue à être compétitif. Ouais. Après tout, je fais mon métier. suis le vainqueur sortant de la route du Rhum. Ouais, voilà, c'est Damien qui me propose ce projet, il vient me chercher pour ça, et puis moi ça me plaît, et voilà, je dis, bon, c'est une occasion, quoi. Ah, c'est une proposition de Damien. Ouais. D'accord. Et donc, assez vite, finalement, on met le projet aux couleurs de l'association, les petits doudous, avec nos entreprises, nos partenaires mécènes. Donc là, c'est un sacré pari aussi, parce que on n'a pas beaucoup de sous. C'est assez ambitieux quand même et culotté de se dire, tiens, on fait basculer le bateau sous les couleurs de l'assaut. Mais pour autant, on y croit. Donc il y a l'association qui est derrière, avec Nolwenn, qui est une combattante aussi assez incroyable, et alors c'est le parallèle en fait entre les marins finalement et le monde de l'anesthésie, quoi. Parce que c'est des médecins anesthésistes ou des infirmiers anesthésistes, quoi. Il y a cette sérénité en fait et cette faculté finalement à rester calme dans les tempêtes. Et donc et à toujours positiver. Et je pense que du coup, voilà, ça permet aussi en partageant ce projet avec les petits doux, ça permet aussi de partager ce stress. Voilà. Donc, et alors, du coup, comment se monte le projet? avec quelques partenaires, donc un Moulin Rôti, toujours. Il y a Niji qui nous rejoint, voilà, qui est un partenaire de l'association depuis toujours. Et puis, on arrive comme ça à agréger des entreprises et qui viennent faire en sorte que le projet, il tient la route, quoi. Et dans les projets multipartenaires, du coup, c'est toi qui achètes le bateau? Comment Ouais, alors au départ, on crée une société pour acheter le bateau, et puis voilà, ça se fait comme ça. Et petite prise de risque économique, oui, quand même. Petite prise de risque, parce que les multis, en fait, ça s'assure pas. Voilà. Entre-temps, je démate. C'est sûr. Voilà, bing. Et puis l'année d'après, je chavire. Voilà. Donc là, tout va bien. On avait presque le budget, merde. Du coup, trou dans les caisses. Donc c'est vrai que ça a été un peu épique. Ça a été des années de transition un peu difficiles, mais en même temps. Mais t'en parles toujours avec le sourire, mais c'est des. Ouais, après c'est formateur, tu vois. Et puis. Toi, t'es le gars qui verra toujours le verre à moitié plein, quoi. Hein. Ouais, je crois définitivement. Par philosophie, ouais. Ouais, par philosophie. C'est bien. Ouais. Ouais, je pense que voilà, la vie elle est belle. Après, on n'a pas dit qu'elle serait facile. mais je parle du postulat que la vie est belle. Ce qui ne veut pas dire facile. Ce qui ne veut pas dire facile. C'est une très bonne citation. Non, mais je crois qu'il faut. En même temps, je pense que si j'avais un gros sponsor avec tout qui déroulait, ça te plairait aussi. On va pas se mentir. L'histoire à la Fleury-Michon ou à un truc comme ça, quoi. Voilà. Tu vois. À Thomas Coville, voilà. L'histoire est belle aussi. Et elle est facile. Mais bon, peut-être qu'il a d'autres difficultés, je sais pas. Ouais, tout à fait. Mais finalement, c'est chacun, voilà, avec sa manière de voir les choses. Mais voilà, donc on arrive comme ça à agréger ces entreprises qui nous rejoignent sous les couleurs de l'assaut. Et c'est comme ça que le projet IMOCA aussi naît. Ouais. Et alors du coup, il y a entre les dématages et les chavirages, vous faites quand même la Jacques Vabre avec Benoît Marie. Avec Benoît, ouais. Voilà. Il y a un deal au départ où vous devez faire la route du Rhum, et il y a un match entre les deux pour savoir qui fera. Il y a le match dans le match. En fait, c'est le premier qui trouve les partenaires qui prend le bateau. Voilà. Ouais. Donc c'est toi qui as trouvé. Donc c'est moi qui ai trouvé. Et voilà. Donc c'était le capitalisme le plus chimiquement pur. Non, mais c'était réglo, quoi. Un seul d'entre vous survivra. C'est la course. Ok. Et Benoît Marie, t'es aussi un ancien vainqueur de la Mitraillette. Ouais. T'es aussi assez bien implanté à Nantes en termes de. Oui, c'est un Nantais. Ouais. C'est un Nantais aussi. Et donc il y a à nouveau une route du Rhum. Il y a une route du Rhum. Bon, alors pas du tout dans la même configuration, parce que là, donc je chavire en avril 22, on remet à l'eau en juin. Il y a Sam Goucha qui me prête un mât, mais avec lequel je peux faire que des naves en équipage, donc je m'entraîne peu finalement. Et je récupère mon mât neuf en septembre. Ouais, deux mois avant la route du Rhum. Voilà, donc et puis avec quand même, faut le dire, un peu la peur au ventre, quoi. Enfin, j'exagère un peu. C'était ton premier chavirage et ton premier dématage. Ouais. Surtout que là, j'ai plus le droit à l'erreur, comme on le sait, donc les bateaux sont pas assurés et l'objectif là, c'est vraiment. Le mât, il faut le payer, quoi, en plus de tout. Ouais. Non, ça coûte un bras l'histoire. Et du coup, je pars avec l'objectif de finir la course, quoi. Pas du tout. Sportivement, je sais que ce bateau au portant, il est très scabreux, et quand on va attaquer dans les alizés, ça va être tendu, quoi. Donc ça se passe plutôt bien jusqu'aux Açores, et après dans la partie alizée, c'est tendu, quoi.
C'est tendu parce que je suis le pied sur le frein. À chaque accélération, chaque grain, je fouette. Enfin, et je crois que c'est la course la plus dure que j'ai pu faire en fait. Ah oui. Déjà, le bateau est dur. Il est pas protégé. Enfin, aujourd'hui, tous les Ocean 50 sont. Ouais, ils ont des cabines intégrales. Ah oui. Là, c'est pas le cas. Hein. C'est un Royal Aubert maintenant. Les mecs, c'est luxe. Ils mettent plus un ciré. Enfin, tu vois. Non, mais aucun mérite. Ça a changé la donne. Aucun mérite. Ce bateau, t'es dans ta niche, t'es plié en 4. Oui. Tu prends des paquets de flotte dans la gueule, même si tu fermes. Oui, c'est vraiment très très minimaliste. Hein. Non, mais c'est exigu au possible et t'es la main à l'écoute tout le temps et voilà. Et donc, et puis on a un alizé musclé avec des gros grains. Enfin, je me souviens d'une nuit avec des grains 40 nœuds sous Génac. Hop. Ouais, j'étais pas fier. Ouais. Donc, ouais, je passe un dernier tiers du parcours un peu dans la douleur. Et je suis pas fâché de tourner la tête à l'anglais et d'arriver là, mer plate, sous le vent de la Guadeloupe. Oh, le bonheur. C'est la première fois que je me mets debout dans le bateau. Et debout à l'extérieur, tu vois. Ah oui. Je peux m'étirer sans me prendre des paquets de flotte, tu vois. Ah oui. Et là, je me dis, waouh, qu'est-ce que c'est bon. Et du coup, je suis debout. Et voilà. Et je pense que ça a fait naître aussi l'idée d'avoir un cockpit avec du franc-bord sur l'IMOCA. Un peu, ouais, j'en avais ras-le-bol de vivre à 4 pattes, là, comme un kleps. Et pourtant, je suis pas très. Et t'es dur au mal. Je suis plutôt, ouais, et voilà, et je m'en fous du confort. Mais là, là, c'était trop difficile. Voilà, donc la route du Rhum se boucle et c'est une bonne chose. Et après, bon, il faut ramener le bateau, c'est à nouveau un peu stressant. Mais on a réussi à ramener le bateau, voilà. Et puis après, il faut le vendre. Et t'arrives à le vendre. Ouais, j'arrive à le vendre. Parce que j'imagine que ça rentre dans ton business plan pour l'IMOCA, quoi. C'est indispensable, quoi. Ouais. Et sur des projets entre guillemets aussi courts, ça vaut le coup d'acheter un bateau? Moi, je pense que ça vaut toujours le coup parce que, en fait, une location, c'est quand même un peu à perte. Alors, s'il y a un gros partenaire, c'est très bien, il absorbe le budget de location d'abord. Mais si c'est un peu touchy, c'est plus facile après de revendre. Si le bateau est bon, hein. Attention. Oui. Il faut quand même choisir un bon bateau. C'est la base. On voit l'ancien figariste qui a loué longtemps ses Figaro, quoi. Et alors, comment tu choisis ton IMOCA? Parce que là, il y a un choix assez large, notamment Sam Manuar. Oui. Et qu'est-ce qui fait que justement, toi qui as lancé Sam dans le grand bain de l'IMOCA, si, c'était le premier à avoir commandé les plans. Ouais. Qu'est-ce qui fait que... en fait, il y a, on est en avril 21, j'ai pas un copec et il y a juste cette idée de partir sur un Vendée avec du carbone reuse. Donc, je me dis que l'innovation, elle est quand même déjà là. Je vais pas en plus me mettre une contrainte à aller chercher un architecte et de dessiner un nouveau bateau, quoi. Et si on veut être cohérent, c'est de prendre un moule existant. Exactement. Et t'aurais pu prendre un moule de Manuar, justement. Ouais. Oui et non, parce que Sam, il a un deal avec Charal. Oui, et une clause d'exclusivité. Voilà. Très rare, hein. Très rare. Ouais. Parce que je crois que c'est la première fois qu'il y a une clause d'exclusivité en IMOCA. Je n'en ai pas entendu beaucoup. J'espère qu'il a bien vendu. Normalement, ça se vend. Et du coup, très vite, donc la porte Sam se ferme. Et il se trouve que Boris était venu naviguer sur l'Occitane. Il avait bien aimé le bateau. Boris Herman qui avait fait la Mini 2001. Ouais, il avait bien aimé. Ah ouais? Ouais. Mais non. Bien sûr. En 2001? En 2001. Boris, il était. Ouais, sur Lop. Ok. Je vous conseille également d'écouter. C'est trop facile parce que tous les noms qu'on peut citer, on a fait un épisode avec eux. un fameux épisode où il était venu avec son chien. Excellent. Enregistré. Ah oui. Mais oui. Donc du coup, il avait bien aimé le bateau et puis donc on a continué à échanger et j'ai un peu suivi la philosophie du projet sur le plan VPLP. Ça m'a plu et voilà, donc du coup assez vite il y a eu un bon feeling aussi avec l'équipe de VPLP, Vincent qui a été Quentin qui ont été chouettes et voilà. C'est Vincent Loriot-Prévost. Ouais. Et Quentin Lucet qui nous ont fait confiance aussi et aidé parce qu'au début il n'y avait pas de sous, donc il fallait quand même commencer à travailler finalement sur la V2. Alors c'est la même carène mais on a changé des choses sur le pont. Et le pont il est très caractéristique, le pont du bateau de Boris Herman, hein. C'est un plan VPLP avec un roof très proéminent qui est... Ouais. Donc le nôtre sera un peu plus effilé, enfin voilà. Un peu plus aéro. Un peu plus aéro, ouais.
Mais voilà, donc Mais par contre, a il bien joué le s'est jeu. révélé extrêmement confortable et surtout très très rapide. Ce qui Exactement. n'était pas donné au départ. Le J'ai des bateau, souvenirs de gens qui étaient c'était assez. larisé, hein. Ouais. C'est sûr. Boris, il disait j'espère que j'ai pas fait trop solide. Ouais. Et en Non, fait, non, c'est sûr pas trop. ils ont fait un coffre-fort, mais au final, qui s'avère payant, puisque on voit que sur toutes les charges admissibles hein, que reçoit le bateau, ben, on est dans les clous. Hein. Donc non, ils sont contents de leur choix. Hein. Et du coup, bah, par ricochet, nous aussi. Quoi. Le programme du bateau, c'est quoi? Le programme, ça va être une mise à l'eau février-mars. Ouais. Et puis après, donc il y aura une Jacques Vabre en octobre-novembre 25. La route du Rhum 26. Et après, Vendée 28. T'as choisi tes équipiers pour les Jacques Vabre? Non, pas encore. Donc ce qui est bien, c'est que d'un projet en retard, finalement, on passe à un projet en avance. Très en avance. Donc, c'est pas mal. T'es le premier bateau du cycle, du cycle 2028. Ouais. Et j'avais une question, elle vient de partir. Yes, Oui, je voulais savoir si on en a déjà discuté au début. Est-ce que dans cette stratégie d'optimiser l'impact du bateau, est-ce qu'il y a d'autres choses auxquelles tu penses que t'as pas encore mis en œuvre? Le titane, c'est vraiment intéressant. Le carbone réutilisé, c'est clair. Est-ce qu'il y a d'autres points? Est-ce que d'abord c'est une philosophie globale du budget du projet qui fait que je sais pas, j'en sais rien, moi je vais inventer, mais tous tes véhicules sont électriques. Enfin bref, est-ce que on se déplace tous à vélo. Voilà, exactement. Ouais. Mais ça, bon, c'est presque, enfin c'est quasi la norme. Mais est-ce que du coup il y a d'autres champs à explorer qui t'intéressent et que t'as pas encore creusé? Bah en fait il y a un champ on l'explore pas, on bénéficie là de l'exploration de la voilerie all purpose, donc avec des voiles. C'est ce que j'allais te demander. Ouais, des voiles en fibre naturelle. Donc ça, c'est Alors, il y a du lin, mais il y a aussi d'autres fibres. Voilà. Pour l'instant, on peut pas en parler, mais voilà, ça va voir le jour très bientôt. Alors, ils sont assez pionniers en la matière. Hein. Ouais. Ils travaillent depuis longtemps. Ils ont un projet de recherche avec l'UBS. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi utiliser des fibres naturelles et non pas des fibres d'Inema ou autres, ça diminue l'impact? En fait, ça permet de se passer de la pétrochimie. Donc, alors le lin, je crois que c'est 50% sur la voile. Mais après, il y a une autre fibre naturelle qui est encore mieux que du lin, parce que le lin, il peut y avoir débat sur son impact, sa culture, quoi, oui. parce qu'il y a beaucoup de phytosanitaires, etc., de produits pour éviter les agressions et les maladies. Donc, du coup, je sais pas si tout le lin est tressé en France, si ça repart. Bon, je pense que le bilan est meilleur quand même que la pétrochimie et des tissus actuels. Ouais. Mais là, on est sur d'autres fibres en fait, et qui donnent des résultats assez prometteurs. Donc voilà, on va mettre ça en point. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et tu veux faire toutes tes voiles avec ce tissu-là ou... On va voir. On va démarrer par une voile, et puis on va y aller progressivement suivant les. Je crois que c'est Sam Davies qui aura quelques voiles. Il y a Sam, il y a Damien surtout Damien qui est associé chez All Purpose. Hein, ouais, et qui a fait 3 transats avec cette GV en lin, mix lin d'Inema. Le principe, juste pour rappeler très rapidement, c'est qu'une voile aujourd'hui, c'est des fibres posées sur un moule. Enfin, je schématise à très très grands traits. Et c'est ces fibres qui prennent la charge. Et donc aujourd'hui, c'est des fibres issues de la pétrochimie, comme tu dis. Souvent des fibres d'ailleurs qui servent à faire des cordages, des bouts. Et donc du coup, et il y a un film. Maintenant plus que d'un côté très souvent. Et donc c'est pas le film, mais c'est la fibre qui est posée et qui prend les charges et qui fait la forme de la voile qu'on essaye d'optimiser. Je schématise à très gros traits. Les experts compléteront s'ils le souhaitent, mais en gros c'est ça, quoi. Donc il y a cette partie voile. Après, non, mais on parle du bateau, mais c'est vrai que on rigolait sur le déplacement à vélo, etc., véhicule électrique. Mais dans l'exploitation, bien sûr. L'exploitation du bateau. Là, il y a énormément de progrès à faire dans la vie d'intime. On sait que c'est là où aussi notre impact il est très fort. Donc on peut améliorer des choses très fortement là-dessus, quoi. Donc on a beaucoup à progresser. Et par exemple, toi, tu as des pistes en la matière? Alors à part réduire mes allers-retours Nantes-La Trinité, après il faut essayer finalement peut-être sur des cycles de course, de trouver éviter des cargos, éviter trop de voyager en avion, éviter de il y a une réflexion à avoir que mène la classe IMOCA avec des organisateurs, mais je pense que c'est tout le monde autour d'une table pour améliorer les pistes. Mais bon, il y a très très peu d'IMOCA maintenant qui font des retours cargo. D'abord, il y a des courses pour rentrer. Oui, il y a des courses pour rentrer. Mais oui, justement, ça participe, quoi.
Autre point qui n'a rien à voir, on sait que là, bientôt à Lorient a lieu le défi Azimut, et puis le Vendée Globe aura lieu dans quelques semaines. Et il y a pas mal de littérature ou de conférences qui auront lieu d'ailleurs en septembre ici, autour de l'ergonomie des bateaux, qui sont de plus en plus durs, de plus en plus exigeants. D'abord, toi, comment tu as vécu le Vendée Globe de ce point de vue-là? Et ensuite, est-ce que du coup, tu en as tiré des conclusions sur l'aménagement de ton bateau? On parlait de Damien Seguin tout à l'heure, il a beaucoup réfléchi au sujet parce qu'il a été assez secoué par la Transat Retour qu'ils ont fait de la Jacques Vabre, qui s'appelle Retour à la base, où ils se sont fait très très secoués, voire ils se sont blessés, il y a eu des blessures. Romain Tanasio a été assez gravement blessé. Toi, est-ce que justement sur ce premier nouvelle génération, finalement, est-ce que toi tu as bossé cet aspect-là et qu'est-ce que tu as, sachant qu'en l'occurrence le bateau de Boris a la réputation d'être plutôt confort par rapport à d'autres, quoi. Déjà le SCO en fait a cette capacité à mieux passer dans la mer, avoir moins d'effets coup de frein, d'arrêt buffet, de planter dans les vagues, et du coup ça met forcément moins de stress mécaniquement et moins de stress humain. Donc du coup voilà, forcément on s'en sort mieux. Après le bateau de Boris, de par sa carène un peu plus roquée, passe encore mieux, très ronde, que l'était l'Occitane, qui était une carène encore un peu tendue. Voilà, donc tout ça génère forcément plus de confort à bord. Mais toi, en termes de, je sais pas, de siège ou d'ergonomie du cockpit, parce que c'est un bateau aussi entièrement fermé. Le tien sera aussi entièrement fermé? Ouais, tout à fait. Ouais, il y a cette option d'être dans un cockpit vraiment très sécurisant, on va dire, et avec une vue aussi à 360. Mais pour autant, on peut être debout. On n'est pas à quatre pattes, plié en deux, et voilà. Donc il y a quand même un confort. Tu pourras faire tes étirements. Je préfère mes étirements. Et puis après voilà, on va imaginer finalement un siège de veille, etc. Tu n'y es pas encore? Non. Ok. Dernière question, après je te laisse. Tu cherches encore des partenaires? Oui. Tu peux nous dire combien? Combien de partenaires? Non, combien de cash il te faut? Tu peux le dire ici. Ouais, on a un peu plus de 60% de notre budget de fonctionnement, et donc voilà, il nous manque encore pas mal finalement. Après c'est sûr que plus le projet il va avancer avec un bateau qui va toucher l'eau, etc. Plus ça sera facile avant. Et on pourra emmener naviguer. Mais tu cherches combien par an? Tu peux nous donner une fourchette pour qu'on ait une idée? Le budget de fonctionnement global, il est autour de 2,5 millions en fait. Par an? Donc c'est un budget. Je dirais moyen plus. Voilà, c'est ça. On n'est pas dans le top des budgets. D'ailleurs, je sais pas trop combien sont les gros budgets. Mais donc on parle pas il n'y a pas ni amortissement ni location du bateau. Il y a une partie amortissement. D'accord. Ouais. Donc voilà, du coup, nous, on est forcément encore en recherche de partenaires, de mécènes qui auraient envie de s'associer à ce projet. Et donc tu cherches encore 1 million d'euros par an? Ouais, un peu moins. Un peu moins. Ok. Non, mais qu'on ait une idée des tickets. Je veux dire, si j'ai quelqu'un écoute ce sponsor, t'es comme le gars à qui ça arrive, quoi. Hein, comme Réauté qui avait lu. C'est vrai. Vous appelez Pierre-Yves et voilà, il vous passera mon numéro. Voilà. Promis, je prendrai pas de commission. On t'emmènera naviguer. Ça serait bien, ouais. Non, oui, si c'est ça, c'est le minimum. Non, mais ça peut arriver, hein. On n'est pas à l'abri d'un coup de bol. Non, exactement. En tout cas, si tu me dis pas, je cherche des sponsors, j'ai plusieurs tickets. Vous n'aurez juste pas le naming. Voilà, c'est ça qu'il faut savoir, c'est que le bateau s'appellera les petits doudous. Exactement. Il n'y a pas de naming, mais il y a tellement d'autres choses. Tout le reste. Voilà. Tout le reste. Et je serai tout à fait à même de vous raconter l'histoire. Oh, tout à fait. Je suis sûr que tu as un petit document qui est déjà prêt et qui peut t'envoyer très rapidement. Et ben en tout cas, c'est tout ce qu'on te souhaite, que plein de gens écoutent ce podcast et que du coup ils nous écrivent et puis nous transmettrons. Nous transmettrons déjà qu'ils passent un bon moment. Bien sûr. Mais si à la fin ils sont arrivés jusqu'à la fin et ils se disent bon, allons-y, surtout ne pas hésiter. Et ben Armel, merci beaucoup, merci pour ton temps et pour ce balayage de quelques années. Et puis on te souhaite de bien finir ton chantier et puis une belle mise à l'eau pendant que les autres arriveront du Vendée Globe, grosso modo. Tu vas mettre à l'eau au moment de l'arrivée. Voilà. Ça sera donc le premier bateau mis à l'eau pour le Vendée Globe 2028. Ça, c'est la classe. En termes de timing, tu pourras pas dire que t'es pas prêt. Ce sera pas possible. Mais toutes les chances de notre côté. Voilà, exactement. Super. Merci Armel. À bientôt. Merci, à bientôt. Salut.